de ne pas baisser les yeux, c'est de regarder la personne qui parle, quelle que soit sa force, on peut parler de puissance et autres, de pouvoir répondre. Parce que je me dis, en tant qu'homme, on doit pouvoir se regarder dans les yeux et se dire les choses. C'est ce qui fait aussi ma vie d'homme, c'est d'être bon déjà en phase avec moi et en phase avec les gens qui sont en face de moi. Et avec Bernard Tapie, je pense qu'il m'a beaucoup apporté aussi à ce niveau-là, dans la manière d'appréhender la vie, d'appréhender l'autre, parce que ben, lui, il a peut-être cette force de persuasion, mais il y a aussi l'homme qui est en phase avec lui. Et ça m'a beaucoup aidé dans ma vie. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast des légendes. Notre invité a une carrière si longue et si brillante qu'il est quasiment impossible de lui rendre justice dans une courte introduction. Né aux Abîmes en Guadeloupe, c'est pourtant sur les sommets du foot européen qu'il a régné avec un palmarès s'étalant sur 3 décennies. Son passage à l'OM l'a bien sûr immortalisé, mais il avait auparavant fait ses gammes à Rennes, au LOSC et même au PSG avant de s'installer durablement en l'arrière-garde phocéenne et remporter la première et unique Coupe d'Europe des clubs champions pour un club français face au Grand Milan en mai 1993. Et il continue sa carrière au Torino puis à l'Inter, devenant l'un des premiers défenseurs français à réussir en Italie puis en Espagne. À Valence, où fort de 5 saisons, il est élu meilleur latéral de l'histoire du club et atteint par 2 fois la finale de la Ligue des Champions. Il revient en Guadeloupe pour, pense-t-il, prendre une retraite bien méritée, mais l'amour du ballon est trop fort et il participe à quelques magnifiques coups d'éclat avec l'Étoile de Morne-à-l'Eau et avec les Guada Boys avant de retirer ses crampons définitivement à l'âge de 41 ans. Avec les Bleus, cet extraordinaire défenseur, digne successeur de Janvion, participe à 2 Euros, glanant 37 sélections et marquant même un but. Notre légende, championne de France, d'Espagne et d'Europe, c'est bien sûr Jocelyn Angloma. J'en perds mes mots, je suis troublé. C'est un grand plaisir de t'avoir sur le programme. Bienvenue. Merci pour tout. Hein. Ça fait vraiment chaud au cœur d'entendre tout ça. Ça fait tellement longtemps aussi que j'ai quitté le foot. Enfin, le foot de haut niveau, je parle. Ça fait plus de 23 ans, donc c'est bien, c'est magnifique. C'est un plaisir. Alors, Jocelyn, tu as beaucoup voyagé, tu as beaucoup joué. Comment ça a commencé tout ça, toute cette aventure? Comment est née la passion du foot pour toi? Ouais, je crois que c'est la passion depuis tout jeune, hein, depuis tout jeune dans les rues, comme on dit, dans la savane de Guadeloupe, où je jouais avec les copains, à l'école aussi, où j'ai été détecté parce qu'il y avait des éducateurs du club où j'ai commencé à jouer, qui est l'école de Morne-à-l'Eau. Et à l'âge de 13, 14 ans, j'ai commencé à jouer en club. À partir de là, ben, c'était une grosse progression. J'aimais travailler, j'aimais courir, j'aimais le sport en général. Et donc, j'ai pas eu trop de mal à bosser pour arriver par la suite où j'ai pu y être. Alors, quand tu joues avec les copains, à quel moment ça devient un peu plus structuré? À quel moment tu commences à jouer en club, à faire ça de manière un peu plus régulière, etc.? Bah c'est vrai, c'est à l'âge de 13 ans, 14 ans plutôt. On disait avant les minimes, qui est maintenant les U15, U14, U15. C'est à cette période où j'étais en club, j'ai commencé à comprendre vraiment c'est quoi le foot, le positionnement sur un terrain, comment faire, comment jouer en équipe aussi. Parce que bon, on jouait jusqu'à maintenant, je jouais pour m'amuser. Et là, c'est vrai, la compétition, même si on est en âge d'apprentissage. Donc c'est à ce moment-là que vraiment j'ai compris qu'il y avait de la qualité, il y avait du talent aussi, mais il y avait surtout un gars qui aimait travailler, qui aimait bosser. Et tu joues à quel poste à ce moment-là? À ce moment-là, je jouais attaquant. Attaquant, on disait à cette période ailier droit, qui est maintenant plutôt milieu droit ou milieu gauche et avançant. Donc, ouais, je marquais pas mal de buts en étant jeune et tout. Et j'aimais tellement jouer au ballon que bon, pour moi, quel que soit le poste, la position sur le terrain, il y avait pas de problème. Et c'est ce qui m'a donné la possibilité de jouer un peu partout. Et quand j'étais en club, même en pro, d'avoir pu jouer un peu partout aussi, de par la polyvalence. D'accord. Et tu fais partie d'une famille de 11 enfants. Tu es un petit peu au milieu, je crois. Est-ce que Ouais. tu avais les plus âgés qui te poussaient un petit peu? Est-ce que ça t'a aidé dans ton parcours pour t'endurcir, pour un petit peu progresser un peu plus vite?
Disons, ouais, j'ai un frère du côté de mon père, mon grand frère, qui jouait, qui était déjà dans la sélection de la Guadeloupe, qui est beaucoup plus âgé que moi, et qui jouait déjà, qui s'est fait une très belle réputation en Guadeloupe. Il était capitaine de la sélection aussi. Disons que oui, mais pas forcément. C'était plus en général, le club de la commune, qui est l'Étoile de Mornalo, qui est un club phare de la Guadeloupe, qui me faisait vibrer, les joueurs qui me faisaient vibrer et tout. Et puis après, quand j'ai été dans ce club-là, oui, ben, j'ai voulu progresser, j'ai voulu jouer en senior rapidement, ce qui a été le cas ben, à l'âge de 18 ans. D'accord. Et à quel moment tu te rends compte que la Guadeloupe va être trop petite pour contenir ton talent? À vrai dire, c'est plus à l'âge de 16-17 ans, c'est quand j'ai connu la sélection, la sélection cadette, qui est maintenant la sélection U17. Voyage vers la métropole, maintenant on appelle ça les interligues, mais c'est avant, c'était à Vichy, ça se passait. Aller faire des tournois de ligue, dont la Guadeloupe, la Réunion, les Outre-mer et tout, se retrouvaient contre la Méditerranée et autres. Et puis c'est de là que j'ai vraiment compris que bah, déjà être dans la sélection, j'avais dû être sélectionné, mais se retrouver dans un monde pro où je rencontrais des joueurs, j'ai rencontré des joueurs, je me rappelle pas forcément de ces joueurs-là, mais il y avait Laurent Blanc, des gars comme ça qui ont participé, je les connaissais pas du tout. Et par la suite, c'est rentré en Guadeloupe, je me suis dit que bon, ce serait bien de faire des essais, de commencer à penser peut-être au foot d'une autre manière. Voilà. D'accord. Bonjour Jocelyn. Bonjour. Petite question. Si tu n'avais pas fait du foot, tu t'aurais fait quoi comme métier? J'étais pas un fervent, je dirais. À l'école, bon, à l'école, je jouais, mais j'étais plutôt, je n'ai pas fainéant, mais j'apprenais l'école, j'ai délaissé un peu l'école. Mais j'ai commencé un CAP électricien D'accord. et c'est de là que j'ai commencé à travailler en tant qu'électricien avant de partir à la métropole. Ce qu'il faut savoir, je suis parti quand même assez tard en métropole, à l'âge de 20 ans, ce qui est très tard maintenant pour un jeune joueur. Et j'avais commencé à travailler en tant qu'électricien, donc bien. J'appréciais énormément ce métier. Mais après, j'ai dû partir à l'âge de 20 ans, donc j'ai dû mettre de côté et puis me focaliser sur le métier de footballeur. D'accord. Ben, comme Daniel Xuereb qu'on a eu la semaine dernière, qui aussi devait devenir potentiellement électricien. Ah oui, oui. J'ai eu le plaisir de côtoyer à l'OM. Et donc, Magnifique personne. Ouais. Est-ce que le courant passait bien entre vous ou pas? ouais. Ah oui, très très bien. C'est le cas de le dire. Ouais. Et donc, tu dis toi-même que 20 ans, c'est un petit peu tard. Est-ce que c'est parce que il y avait pas vraiment alors j'ai du mal à croire qu'il y avait peut-être pas un vrai réseau de détection en Guadeloupe, ou c'est plutôt que tu as pris ton temps sur l'île, que tu as maturé peut-être un peu plus tard? Comment t'expliques ça? Non, non, pour vous dire la vérité, il n'y avait pas de réseau comme actuellement. Moi, je me trouve au pôle espoir du foot en Guadeloupe et tout. Et il y a un gros réseau, il y a beaucoup de monde qui vient, notamment des clubs, mais il n'y avait pas de réseau, rien du tout. Moi, c'était, je me rappelle, Mario Relmi qui jouait à Rennes à ce moment-là. Et moi, le docteur du club, qui le connaissait, m'a dit, bah, ce serait bien de tenter ta chance. Et qui m'a payé le billet, qui m'a donné des sous pour aller faire c'était concluant. Mais jamais j'aurais pensé, moi aussi de mon côté, aller faire un essai. La vie pour mes parents, c'était impensable non plus. Bah, déjà, c'est rien que financièrement. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai pu faire un essai et puis je suis resté dans le monde professionnel. D'accord. Et donc, tu disais que tu jouais avec les seniors. Est-ce que tu es surclassé à ce moment-là? Ben, je suis sous-classé, oui, parce que bon, quand je suis arrivé en U17 et tout, U18, j'ai été sous-classé pour jouer en senior. Moi, je pense que le fait de partir vers la métropole, où j'ai pu m'entraîner énormément à l'âge de 16-17 ans, ça m'a permis de m'entraîner par la suite avec les seniors. Et comme je le disais au début, j'avais quand même des qualités, non seulement techniques, mais physiques aussi, qui m'ont permis d'être avec les seniors sans aucun problème. Tu jouais à quel poste avec les seniors? Avec les seniors, oui, j'ai joué attaquant. Avant de commencer mon premier match, j'étais totalement à l'opposé, défenseur central. On disait à cette période stopper. D'accord. Ah oui? C'est-à-dire, bon, comme je l'ai dit, j'ai joué à tous les postes et tout. J'avais pas de problème pour jouer que ce soit à droite, à gauche. Figurez-vous que quand je suis parti avec les U17, j'étais arrière gauche et pourtant j'étais attaquant au départ.
Donc, je me suis trouvé arrière-gauche pour faire les tests et tout, avec la Ligue de la Guadeloupe, contre la Méditerranée. Et puis voilà. Donc, ça m'a pas posé de problème de jouer défenseur central. Et puis après, je suis revenu à mon poste qui était attaquant, où j'ai pu aider le club et qui était descendu en Régional 2 maintenant, à remonter en Régional 1. Et toi, tu préférais quel poste? Même si tu étais polyvalent, c'était quoi ton poste que t'aimais quand t'étais jeune? Non, ben, comme je pense que c'est comme tous les jeunes, hein, c'était être attaquant. Marquer des Être buts. attaquant, bien sûr, marquer des buts Le début. et faire parler de soi. C'est clair que c'était l'endroit où je voulais être. Mais disons que mes qualités, peut-être physiques, techniques, ont fait que par la suite, je suis devenu un défenseur. D'accord. Et à quel moment, du coup, tu te retrouves à Rennes? Ben, je me trouve à Rennes en novembre 85. Pas facile. Je sors de la Guadeloupe, Wow. 35, Surtout en novembre, ouais. 35 degrés. En novembre, je me trouve à 5 Wow. degrés pour faire les essais. Et puis, bon, bah, ça s'est plutôt bien passé, hein. Je vais dire, s'adapter, ça a été rapide. Je me suis pas trop posé de questions. Un petit peu quand même, au départ. Parce qu'on m'a dit, tout est OK. Au bout de 4 jours, on m'a dit, tout est OK, on te fait signer et tout. Mais c'est vrai qu'il faisait froid, il fallait s'habituer. Je suis parti, je suis reparti. Je leur ai dit que je reviens au mois de juillet, où il fait meilleur. Où il fait 5 degrés de plus. Ouais. Ben oui, donc par la suite, je crois que une discussion avec mes parents, avec mon père, j'avais des sœurs qui habitaient à Paris, donc les voir et tout, m'ont réconforté un peu. Et puis par la suite, je suis retourné à Rennes. Je suis pas rentré en Guadeloupe et de là, c'était parti. D'accord. Et du coup, la famille est excitée. Est-ce qu'elle y croit? Elle croit que tu vas avoir une grosse carrière. Comment ça se passe au niveau familial? Donc, vous savez, bien, c'est pour mon père, pour mes parents. On voyait pas ça comme un métier à cette période. Il faut savoir, ça fait en 85. Bon, on n'avait pas beaucoup de Guadeloupéens, Trésor. Bon, on parlait de Jean-Dion qui est martiniquais. Je crois que Luc Sonor était déjà, Ouais. mais et Mario Relmi, mais il y en avait pas énormément. Donc, voir ça comme un métier, on était loin de penser à ça et penser à la carrière que j'aurais pu réaliser et puis que ce soit aussi bien financièrement. Parce qu'il faut reconnaître Mm. ce métier-là, financièrement, c'est très intéressant. On gagne très bien sa vie et on peut très tôt être à la retraite et si on gère bien ce côté-là. Mais donc, pour mes parents, c'était partir, c'était trouver un travail. Et pour eux, c'était une manière aussi pour moi de faire ma vie. D'accord. Quand tu dis OK à Rennes, tu sais déjà combien tu vas être payé? Ça a déjà fait partie des discussions? Ben non, pas du tout, parce que moi je me suis trouvé dans une position où je pouvais signer qu'amateur. Donc j'étais nourri logé, je me trouvais dans le centre de formation avec des gamins de 14, 15 ans et voire Wow. ouais 16 ans parce que j'avais pas encore d'endroit pour me loger. Donc pendant 6 mois je me suis trouvé là et j'avais un contrat, même pas un contrat, une licence d'amateur. Une licence d'amateur, donc je gagnais pas forcément beaucoup, mais déjà nourri logé et à cette période c'était 4 000 francs. Il faut bien préciser, 4 000 francs, donc c'était pas forcément énormément d'argent, mais pour moi c'était beaucoup, pour mes parents c'était beaucoup. Ouais. Donc ça a commencé comme ça. Et comment ça se passe l'intégration avec justement, toi, tu dis tu as 18 ans, hein, c'est ça? Et tu te retrouves avec Non, des... j'avais 20 ans. Ah, J'avais t'as 20 ans 20 ans. déjà. Encore pire. J'ai 20 Donc, ans. t'as Bon, 20 encore ans, oui. tu te retrouves plus ou moins en internat avec des gamins de 14 ans. Donc, c'est seulement pendant 6 mois, c'est ça, hein? Oui, pendant ces 6 mois-là, oui. Ouais. Wow. C'est chaud, Pendant hein? les 6 mois, je me trouve avec. Oui, ben c'est chaud. Oui, oui, parce que bon, ils sont en centre de formation et moi, j'avais pas encore d'endroit pour habiter, donc il a fallu attendre l'année à la saison d'après pour signer mon premier contrat. Mon premier contrat, c'était un contrat stagiaire. Et c'est à ce moment-là que j'avais quand même, oui, un bon contrat pour pouvoir prendre un appartement et habiter chez moi. D'accord. Et tu arrives quand même à t'intégrer ou c'est un peu étrange d'être avec des ados alors que toi, tu es déjà un jeune adulte? Oui, c'était bon étrange, disons plutôt dans le sens que c'est la première fois que je partais de chez moi. Ouais. Donc, Mm. je me retrouvais comme si on est à l'internat. Bon, moi, j'avais les enfants quand ils allaient à l'école, moi, ils étaient en train de dormir ou je me réveillais pour aller m'entraîner avec, parce que je m'entraînais qu'avec les pros.
Ouais. Je m'entraînais qu'avec les pros, donc voilà. Mais c'est vrai, ça faisait bizarre de se retrouver avec des plus jeunes que moi. Mais malgré tout, à ce moment-là, j'ai pu me lier aussi d'amitié avec les jeunes et puis avec des personnes qui étaient là. Et surtout l'entraîneur de cette période qui gérait le centre de formation, qui était Patrick Rampillon, qui vit toujours, Oui. m'a beaucoup aidé aussi à l'intégration. M'a énormément aidé pour que je m'intègre dans ce monde professionnel. Et là, il te recrute comme arrière. Non, non. Quand je suis arrivé, oui, ouais, c'est vraiment bizarre tout ça, quelque part. Quand je raconte ça, on me dit, oui, mais à l'arrivée, t'as terminé à arrière droit. Non, quand je suis arrivé, moi, j'ai dit, je vais pas pouvoir jouer attaquant. Et j'ai dit, j'étais milieu de terrain, parce que j'avais joué aussi milieu de terrain. Et donc, j'ai commencé à Rennes en tant que milieu de terrain. Donc, ça peut embrouiller tout le monde, on englobe tout ça. Et j'ai commencé à jouer en cours milieu de terrain à Rennes. En licence amateur. En licence amateur, oui. J'ai pu jouer parce qu'il y a eu un blessé, donc j'ai eu une dérogation pour pouvoir jouer avec les pros par la suite. Au bout de 3 mois, 4 mois, j'ai pu jouer et mon premier match a été contre le PSG. Il y avait Safet Suzik, des gars qui vraiment top niveau, quoi. Rocheteau, Fernandez, ouais. Fernandez, voilà, oui. Alors raconte-nous ce premier match-là un peu. Comment ça se passe? Comment t'apprends que tu vas jouer? Et surtout, comment tu vas rentrer? Comment c'était cette histoire? Ben, disons, entre guillemets, j'avais fait mes preuves. Bon, j'ai joué avec la Division 3 et en même temps, quand j'étais toujours amateur, je pouvais jouer en Coupe de France. Parce que la Coupe de France, c'est pour les amateurs aussi. Donc, avec l'équipe première, j'ai pu jouer quelques matchs où on est arrivé en demi-finale, ce qui m'a permis d'arriver plus rapidement. C'était la Division 1, arriver plus rapidement avec les pros. Et ce premier match-là, ben, je jouais contre Paris, à Paris, où j'avais la famille et tout. Ça me faisait chaud au cœur. Et en même temps, très difficile, parce que bon, Paris fonctionnait super bien et Paris a été quand même champion en Talon 6 avec Gérard Houllier. Et donc, ouais, c'était le gros match. Et en plus, à cette période, je jouais milieu de terrain. Cette période-là, un défenseur, un milieu de terrain, on te disait, il fallait prendre le 10. Le 10, c'était ça fait physique. C'était ça fait physique. Je peux dire, Baptême du feu, ouais. baptême du feu, j'ai pris le bouillon. C'est vrai. Ce jour-là. Oui. Ben oui, en marquant sa fête physique, c'était pas évident. Mais là, tu jouais, t'étais titulaire d'entrée ou t'as été remplaçant et t'es rentré? Non, j'étais titulaire, ouais, titulaire parce que j'ai plus quitté cette place pendant 1 an et demi que je suis resté à Rennes. J'ai joué que titulaire. J'étais rarement, à part les blessures, mais dès qu'il y avait match, j'étais titulaire. Oui, ça m'a marqué, mais j'avais fait un bon match. Ce premier match-là, j'ai fait un bon match, et puis par la suite, j'ai pu jouer les autres matchs et on termine bien le championnat, 13e place, si je me rappelle bien. Et donc, je commence à faire ma route. Alors, on a eu pas mal de joueurs qui nous ont raconté que quand ils ont rencontré Luis Fernandez, c'était un gros chambreur. Est-ce qu'il te chambre sur ton premier match? J'imagine qu'il a dû vite comprendre que tu étais un néophyte. Est-ce que tu te souviens de ça par hasard? Non, pas du tout, non. Mais lui, c'était un gros chambreur pour l'avoir connu par la suite. C'est un gros chambreur, mais dans le match, oui. Dans le match, oui, il pouvait te pourrir la vie à un moment donné dans le match, te taquiner, parce que lui aussi, c'était sa manière de faire, de déstabiliser l'adversaire. Et comme c'était un chambreur, comme il pouvait, bon, pas des insultes, c'était pas forcément méchant, mais on entendait des choses de sa part. C'était marrant par la suite, mais sur le terrain, c'était pas marrant, quoi. Par exemple, tu t'en souviens d'une particulièrement corsée? Non, pas forcément. Non, c'était plutôt le mec taquin. Pendant que tu jouais, il pouvait te marcher sur les pieds. Et au moment où tu allais démarrer, des choses de la sorte, bon, qui se font plus, te prendre le doigt, te mettre dans le derrière. Une olive. Ah ouais. Ouais. Ben oui, c'était pour te déstabiliser. Et si tu réagis, c'est mort. C'est carton rouge. J'ai dit, tu as une mauvaise réaction derrière ça, c'est soit carton jaune ou carton rouge. Et on sait que ces choses-là se font de moins en moins parce que, Oui, bah. ben, voilà, c'est vu parce qu'il y a la télé, il y a de tout, il y a le bar. Et voilà. Le VAR a fait disparaître les olives des stades de foot. C'est bien dommage. Ben oui, ben ouais, c'est bien dommage quelque part aussi parce qu'il y a des choses qui se font pas forcément. Là, tu commences à prendre des marques et à devenir titulaire.
Est-ce que ça change ton statut financier ou tu restes amateur? Non, c'est l'année d'après, quand je passe quand même un stagiaire, ouais, j'ai pu négocier un premier contrat de stagiaire de 2 ans, comme je l'ai dit auparavant. Ben, il fallait bien que je commence à vivre ma vie, que j'aille, que je trouve un appartement pour vivre, toutes ces choses. Donc, bah, il fallait bien négocier. Et à ce moment-là, j'avais pas encore d'argent, je maîtrisais pas encore les rudiments de ce statut. Surtout d'avoir un agent, Et à quel moment tu as un agent, du coup? À quel moment tu décides de prendre un agent? Je prends un agent au moment où je pars de Rennes. D'accord. Oui, voilà, ben, 1 an et demi. Oui, j'ai fait la saison. Je suis pas resté longtemps à Rennes. 1 an et demi, je suis resté les 6 mois. Ça a été très très vite. J'ai eu des demandes de Monaco, Paris, et il y avait Lille aussi. À ce moment-là, je prends un agent pour pouvoir discuter parce que là, c'était passé d'avoir un contrat pro. Ça demandait quand même une certaine connaissance dans la discussion et tout. C'est des choses qui me manquaient. Et puis voilà. Et je pars à ce moment-là. L'agent, pour dire son nom, qui était Migliaccio, qui était l'agent de Zidane et autres, C'était qu'on vraiment connaît. l'agent de tout le monde, hein. Tous Oui, les... voilà. Ben oui, mais lui aussi, il débutait et ça faisait pas longtemps qu'il était dans le métier. Et il a débuté, j'ai débuté avec lui et puis par la suite, on a su, il est devenu le grand agent, le grand, comme on dit, le grand argentier français. Et c'est lui qui m'a conseillé d'aller plutôt à Lille au lieu d'aller à Paris, d'aller à Monaco. Il m'a conseillé et puis je pense que ses conseils ont été quand même assez bénéfiques par la suite. L'argent, ça m'a beaucoup aidé. Et ces conseils m'ont beaucoup aidé tout au long de ma carrière. Est-ce que ça te paraît pas bizarre maintenant à toi qui a dû passer d'abord, tu avais 18 ans, tu étais titulaire, il signe un contrat stagiaire de 2 ans, alors que maintenant le moindre jeune de 17 ans, il est déjà pro, alors qu'il n'a pas Ouais. joué un match en Ligue 1 et Ouais. toi tu as dû passer par amateur, stagiaire en étant titulaire à Rennes. Est-ce que ça te fait pas bizarre ce changement de métier hein, quelque part? Ah oui, oui, mais énormément. Mais comme je le disais tout à l'heure, moi, je me trouve dans le monde, je suis toujours dans le monde du foot. Je m'occupe du pôle espoir au Guadeloupe. D'accord. Quand je vois ces jeunes qui partent à 14, 15 ans, et moi, je prends le cas pour faire un parallèle. Bélocian qui joue à Rennes en ce moment, justement à Oui, bien Rennes. sûr. Euh, il y a 2 ans et demi, il était avec moi. Il a 17, 18 ans. Imaginez, il a signé pro, ça fait un an ou 1 an et demi qu'il a signé pro. Ça va très très vite parce que il y a une autre formation aussi, il y a une autre façon d'appréhender ce métier et ça va très très vite. Il y a tellement de demandes autour que si on ne fait pas aussi signer ce jeune, on le perd parce qu'ils ont des agents très tôt, à 14 ans, 15 ans, ils ont déjà l'agent qui va discuter pour eux. Il y a une forme de pression autour du joueur et de l'agent qui met aussi une pression autour des clubs. Donc on est confronté à tout ça. Ce qui est marrant avec Jean-Noël Bélocian, là, il est né comme toi aux Abîmes et il est un peu polyvalent comme toi. Alors, je dis pas que vous êtes pareil, mais Ouais. c'est vrai il y a quelques similitudes entre Jean-Noël et toi. C'est vraiment la polyvalence et la même origine de ville, quoi. Oui, c'est vrai. Dès le départ, avec nous, pour nous, c'est un milieu de terrain. Mais en même temps, on pensait qu'il allait finir où il est en ce moment, avec Ouais. le directeur du pôle. Et on n'est pas surpris. Il joue arrière gauche, il joue central, il peut jouer milieu. Je l'ai vu rentrer milieu contre Lyon récemment. Il sera pas perdu. Attaquant peut-être moins. Oui, il n'a Peut-être pas moins. encore la Jocelyn Anglo Touch, mais bon, peut-être, on sait jamais. Hein, Voilà. peut-être On ne sait jamais, oui. pendant le début, là, tes 6 premiers mois, ta première année à Rennes, est-ce que tu as un coup de blues est-ce que la Guadeloupe te manque? Ben, la Guadeloupe me manquait. Bon, les amis et tout, comment je dis, j'avais déjà 20 ans, donc j'avais déjà pour moi une vie, de la famille, des amis et tout. Mais le coup de blues, c'est vrai que c'est venu dès le départ, oui, parce que comme je l'ai dit au début de l'émission, j'ai voulu retourner en Guadeloupe, donc je me sentais pas, j'étais loin de tout. Mais en même temps, je pense que ça m'a forgé. Ça m'a forgé et puis par la suite, ça a été plutôt rapide et je me suis, entre guillemets, détaché rapidement de la Guadeloupe par rapport au métier. D'accord. C'est-à-dire, moi, je partais en Guadeloupe, j'étais en vacances, j'étais à fond. Dès que je prenais l'avion, je mettais en retrait la Guadeloupe
Parce que là, je me D'accord. disais, bon, mais je suis parti, j'ai mon métier, il faut bosser, il faut oublier toutes les vacances, les amis et tout. Et je pense que ça m'a permis d'être celui que je suis, c'est-à-dire à être en capacité de se détacher par rapport à des événements, par rapport à certaines choses. Et c'était la Guadeloupe. Et laisser les parents, laisser la famille. Puis bon, pour moi aussi, j'étais déjà un homme, donc donc voilà. Ouais. Et quand tu Et gagnes un peu d'argent et que tu es tout seul et pas vraiment supervisé, est-ce qu'il y a un moment où tu dégoupilles un petit peu, où tu te lâches ou au contraire tu es focus? Non, j'étais plutôt focus. Je suis plutôt focus sur le fait d'arriver, de continuer à travailler. Moi, j'avais pas forcément comme les gamins maintenant des idoles. On a envie d'arriver, qu'on voit Mbappé, tout le monde a envie d'être Mbappé. J'avais pas ça. Nous, on avait Marius Trésor, c'est vrai. Moi, je connaissais des joueurs, je regardais des matchs de l'Angleterre, notamment Nottingham Forest pour donner un nom, parce qu'il y avait Viv Anderson, des joueurs comme ça, bien, mais j'avais pas de non qu'on voit maintenant l'envie, l'engouement nos jeunes qui ont déjà des agents et tout. Je me dis oh là, ça peut se comprendre quand il y a des dérapages. On n'a pas forcément l'entourage des parents pour te remettre les pieds sur terre, la tête sur les épaules et tout. Et puis je viens quand même d'une famille où c'était important ce côté familial et puis bien sûr ce côté pécuniaire, il fallait gérer l'argent pour faire vivre les 11 frères et sœurs, c'était pas forcément évident pour les parents. Hmm. Donc toutes ces choses ont fait que moi j'ai pu relativiser et mettre les choses dans le cadre qu'il fallait. Et tu envoies une partie de ton salaire à ta famille en Guadeloupe? Ben j'envoie une partie, j'aide mes parents, j'aide mes frères et sœurs, ça a été le cas. Ça a été le cas parce que pour moi c'était important. Ça, c'est pas tout le monde qui le fait, mais pour moi, il n'y avait pas d'ambiguïté là-dessus. J'ai fait ce que j'avais à faire, j'estimais et qui était nécessaire pour mes parents, pour ma famille. Et tu penses que ça te donnait une motivation supplémentaire pour réussir? Oui, c'était une motivation, mais pas forcément. J'y pensais pas forcément. Je me disais que il fallait avancer dans la vie. Je me fixais pas forcément l'objectif final d'aller au top niveau, comme c'est le cas maintenant pour les joueurs. Mais je me disais que je dois être parmi les meilleurs, sans forcément avoir cet objectif, cette obsession. Quelquefois, ça devient l'obsession. Et peut-être que c'est ce qui fait la force de ces grands joueurs-là, les Ronaldo, Messi et tout, parce qu'ils se fixent, Mbappé, pour citer eux, des objectifs qui sont tellement élevés que oui, ben, il faut ça pour pouvoir peut-être être le meilleur. Mais j'avais pas forcément ça, mais je sais que j'étais capable de faire ce que j'ai fait. C'est-à-dire, quelle que soit l'équipe où j'ai joué, j'ai toujours été titulaire parce que j'étais capable de le faire, parce que j'avais le mental aussi pour le faire. Et c'était quoi cette mentalité justement de pouvoir être titulaire dans toutes les équipes dans lesquelles tu es allé? Parce que tu es quand même allé dans des gros clubs étrangers, notamment où les Français, c'était pas encore la période où les Français étaient titulaires. Généralement, ils arrivaient assez mal, et surtout les défenseurs, à être titulaires dans des clubs italiens, par exemple. C'était quoi ta mentalité? C'était une mentalité où tu te fixais un ennemi, tu disais il faut que je lui prenne sa place, ou est-ce que tu te concentrais uniquement sur tes qualités à toi? C'était quoi ta recette? Moi, c'était me concentrer sur mes qualités. Me concentrer, ma recette, c'était quoi? Moi, je sais que j'avais des qualités techniques, mais c'était pas suffisant. Et c'est le côté physique où je sais que j'avais aucun problème sans fanfaronner et tout, mais j'avais aucun problème à ce niveau-là. J'avais un VMA, on parle de VMA, avant c'était les tests Cooper et autres. J'avais aucun problème depuis la Guadeloupe à ce niveau-là. Donc je me suis dit, je pouvais m'adapter. Mais ce qui a été quand même, je dirais, dans ma carrière est fondamental, c'était mon passage à l'OM. Mon passage à l'OM a décuplé tout ça. Parce que il fallait être fort, il fallait faire face aux supporters à l'OM, il fallait faire face aux grands joueurs qui étaient à l'OM. Et puis on avait le boss, en la personne de Feu Tapi, qui vous poussait à l'excellence, à la décupler. Et par la suite, en arrivant dans ces clubs-là, que ce soit au Torino, l'Inter ou Valence, j'avais encore moins de soucis pour pouvoir m'adapter. C'est ce côté mental aussi que j'ai beaucoup travaillé, sans avoir un coach mental, et qui est d'actualité de plus en plus maintenant. Je pense que moi, je l'avais, mais c'était aussi, je dirais, ma vie d'avant, avec mes parents, avec mon père. Toutes ces choses ont fait que
j'ai pu tout mettre en œuvre pour pouvoir réussir aussi. Et quand tu dis la vie avec ton père, il te poussait à l'excellence, justement? Mais mon père, mais c'était ça, c'était le travail. Vous savez, en Guadeloupe, la richesse qu'on avait, c'était ça aussi. C'était cette manière de pousser les enfants à bosser, que ce soit à l'école, que ce soit dans l'agriculture où on était le plus souvent, et dans son métier. Donc, c'était une discussion que j'avais toujours avec lui, mes frères et sœurs, d'être bien, d'être toujours fort mentalement, de ne pas baisser les yeux, et puis voilà. Donc, je pense que ça m'a énormément aidé dans ma vie d'homme et jusqu'à maintenant. Et après, par la suite, il a fallu que je travaille ça de mon côté. Et de mon côté, c'était tous les jours, c'était l'entraînement, une blessure ou pas, de prendre des coups et faire face à tout ça. Voilà. D'accord. On discutait avec beaucoup de footballeurs qui étaient nés dans des familles avec beaucoup d'enfants. Est-ce que c'était toi vraiment le meilleur au foot de ta famille, de tes frères et sœurs? Parce que c'est pas tout le temps le meilleur qui réussit. Disons, oui, j'ai eu deux frères qui ont joué, trois même, qui ont joué un peu au club et tout. Bon, j'étais devant. Pour dire la vérité, j'ai deux petits Ah, frères. bah, très bien. Ils sont venus aussi parce que je jouais, puis ils jouaient au foot, mais parce que je D'accord. jouais et tout. Et ils étaient pas mal, mais bon, malheureusement, ils n'ont pas pu C'était faire toi le meilleur. d'essai ou autre. C'était, oui. Enfant parodié, oui. Alors donc, quand tu arrives à Lille, tu négocies ton contrat ou c'est à ce moment-là que tu as un nouvel agent? Oui. C'est lui qui te conseille d'aller là-bas. Est-ce que tu te fixes à une position particulière? Est-ce que tu as des promesses de position particulière quand tu arrives là-bas? Comment ça se passe? Non, mais ils m'ont pris, quand j'arrive là-bas, il n'y a rien de fixé, c'est-à-dire ils m'ont pris pour le poste que je jouais, c'est-à-dire milieu de terrain, j'étais milieu de terrain. Et donc, non, il n'y avait pas de discussion à ce niveau-là. C'était juste, je viens, j'ai signé pour 3 ans en tant que milieu de terrain. Et milieu de terrain, j'ai commencé à jouer, oui, milieu de terrain plutôt défensif, après box to box, parce qu'il y avait un 6 qui était là. Il y avait des joueurs comme Périlleux, Alain Fiard, il y avait déjà des 6 vraiment formés pour ça. Et donc, j'ai joué plutôt un 8, box to box, et qui pouvait se projeter énormément vers l'avant. Et ça s'est vérifié par les buts que j'ai pu marquer pendant les 3 ans que j'étais là-bas. Et alors, ce qui est marrant, c'est que tes deux premiers matchs, tu marques un but à chacun de tes deux premiers matchs, ce qui doit, je pense, faciliter ton intégration. Ensuite, une bonne saison. Qu'est-ce que tu retiens de tes 3 ans à Lille? Dans un premier temps, pour moi, aller à Lille, c'était toujours l'apprentissage du haut niveau, parce que j'estimais, bien sûr, avec mon agent, que je devais encore progresser. C'est pour ça que je me suis dit, avec lui, aller à Paris, qui venait d'être champion, et au Monaco, c'était des top clubs, c'était un risque quelque part. Mais pour moi, il fallait que j'apprenne le métier. J'avais pas cette formation. Donc, il me fallait plus. Je pense que j'ai beaucoup appris à travers aussi des joueurs que j'ai pu rencontrer, notamment des Pelé qui est venu à Lille et d'autres joueurs et des étrangers des Belges. L'entraîneur était belge, Hélène. Ça aussi, ça m'a permis de grandir et de grandir différemment. Parce que c'était pas évident, hein. C'était pas évident pour moi. Parce que même si 1 an et demi, j'avais passé 1 an et demi à Rennes, mais pour moi, j'étais pas amateur, mais cette mentalité d'amateur, quoi. Parce qu'on n'a jamais connu vraiment ce côté entraînement pro tous les jours, 5, 6 entraînements. Moi, je venais de 3 entraînements dans la semaine de ce match, donc c'était pas forcément évident. Donc c'est le pourquoi je suis parti à Lille, et je pense que c'est à ce moment-là, ouais, j'ai vraiment pris conscience que le haut niveau, c'était ça. Et justement, au niveau physique, il y a pas mal d'anciens joueurs qui nous racontent que quand ils passent notamment Eric Carrière, qui a eu une carrière pour le coup vraiment très atypique, mais que voilà, quand tu passes à énormément d'entraînement sur le corps, ça peut être très compliqué, il peut y avoir des multiplications de blessures, etc. J'ai l'impression que tu n'as pas trop eu ce problème, que tu t'es adapté peut-être pas facilement en tout cas, mais que tu as réussi à t'adapter sans trop de casse. Non, mais
comme je le disais tout à l'heure, j'ai beaucoup, malgré le fait de ne pas être pro en Guadeloupe, je courais énormément. J'étais toujours devant. J'avais toujours envie de me battre, d'être le premier. Et je pense que ce côté-là, ça m'a beaucoup aidé. J'étais bien physiquement et puis après physiologiquement aussi, je pense, parce que j'ai pas eu de blessure. Peut-être le genou pendant un entraînement et une distorsion du genou, des ligaments, mais musculairement, j'avais pas de problème. D'accord. Ça m'a pas empêché de progresser. Et donc, ça a été très important. Le fait de passer à 5 entraînements, 6 entraînements des fois, j'ai pas eu de soucis. C'était même bien en avance par rapport au pro, qui était là depuis X années. Ce côté-là, ça m'a beaucoup aidé, c'est vrai. Dans les relations avec les plus anciens, que ce soit tes coéquipiers ou tes adversaires, tu as des anecdotes où il y a des sortes de bizutages ou des baptêmes du feu, peut-être un peu, où tu te fais un peu chambrer, où tu te fais un peu taquiner, où ils essayent un peu de te faire dégoupiller sur le terrain. Tu te souviens un petit peu? Non, c'est-à-dire, je me suis toujours adapté. Je suis toujours arrivé, vous savez, des fois, vous arrivez en tant que nouveau, novice, mais ça se voit trop pour un jeune. Donc, un jeune qui arrive, qui se met dans son coin, et on a envie de le faire, de le taquiner un peu. Moi, j'arrivais pas en terrain conquis, mais j'arrivais avec un peu de personnalité quand même. D'accord. Donc, je me suis jamais trouvé dans un moment de bisoutage ou autre, parce que j'estime qu'il fallait que je sois fort dès le départ, et il fallait le montrer. Il fallait le montrer, pas forcément faire, comment on dit, faire le cacou, faire le mec. Non. J'arrivais avec un peu de personnalité, et cette personnalité se développait tout au long du séjour ou des années que j'étais dans ce club. Et puis je m'adaptais tellement bien que c'est ça aussi. Ça fait la différence d'être accepté de suite par rapport à ce qu'on sait faire, qui est le foot, bien sûr, mais aussi par rapport à sa personnalité. Donc, j'étais plutôt aussi, j'aimais bien déconner, bien rigoler, bien déconner. Donc c'était plutôt toi le chambreur alors. Ben oui, je m'adaptais rapidement. Je me suis toujours adapté partout où je suis passé. Rester dans son coin, c'est pas forcément gage de réussite, quoi. D'accord. Est-ce que quand tu étais à Rennes ou à Lille, tu avais un surnom particulier ou tout le monde t'appelait Jocelyn? Quand je suis arrivé à Rennes, l'entraîneur qui était Mosca m'a appelé Joss, Okay. simplement. Et il s'est resté. J'avais jamais eu de surnom, quoi que ce soit, Joss. Et il s'est resté jusqu'à maintenant. D'accord. Voilà. Et est-ce que toi, tu as déjà donné un surnom à quelqu'un qui est resté? Le surnom, je peux pas. Le gros nounours, c'est Basile Boli. Il y a personne qui l'appelle comme ça. Quand je l'appelle, du moment que je l'appelle, je l'ai au téléphone, c'est gros nounours. Alors là, j'ai intérêt à ne pas être à côté de lui à ce moment-là. Surtout qu'il devient de plus en plus haut l'ours ces dernières années. Ouais. Ah oui, ces dernières années, ouais. Il s'est laissé aller, après il a repris, il a perdu. Mais bon, après, c'est normal. C'est le problème de Michel, donc il sait. Exactement. J'ai lu, je sais plus où toi et Abedi Pelé, vous étiez un peu les gros déconneurs du vestiaire à Marseille. Il y a une histoire où toi et Basile. Oui, c'est toi et Abedi. Vous avez fait une sorte de prank à Boli. Vous avez mis du fromage dans sa casquette, je crois. Ça se faisait tout le temps avec les papins, avec des chants, des conneries, des petites conneries. Quelquefois, mettre de la moutarde sous la cuillère et tout, quand on le tient la cuillère. Donc, voilà, c'est des petites choses qu'on avait. Et puis après, on a des claques derrière la tête, des trucs, des conneries. On s'amusait. Après, prendre des chaussures, des chaussettes qui puent dans un sac et le cacher quelque part dans le sac. C'est que des conneries, quoi, on va dire. Est-ce qu'il y a... On n'avait pas forcément... C'était marrant, mais on s'amusait. Il fallait trouver quelque chose parce que sinon, on s'ennuyait, quoi. Est-ce qu'il y a déjà une fois où c'est très mal passé, où tu t'es dit, tu pensais que ça serait marrant et que la personne l'a très très mal pris? Non, parce que je me dis, si on fait à quelqu'un, c'est parce que la personne fait la même chose, quoi. Donc, c'était donnant-donnant ou un retour de bâton quelque part.
Mais mal prendre les choses, non, 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 parce que comme je le disais, à un certain moment dans la carrière, il fallait se lâcher. Et puis moi, je pense que où l'endroit où je me suis plus lâché, c'est à Marseille. Il y avait énormément de personnalités, des gars qui ont tout connu, mais à l'arrivée, c'était des gars qui se prenaient pas vraiment au sérieux, quoi. Un Ouais. Dimeco, tu peux pas prendre au sérieux avec un Dimeco, Manu Amoroz, parce que après l'entraînement, ça s'amuse, c'était comme ça. Et Carlos Moser, tu étais le genre à lui mettre aussi une petite claque derrière la tête ou c'était le genre de Ah personne non, non, qui non, non, pas t'évitait? lui. Déjà, il Pas fallait déjà Carlos, lever le bras quand même. déjà. Voilà. Non, pas Carlos. Carlos, oui, il aimait, c'était ouais, c'était compliqué. Ouais, c'était compliqué. Il était super sympa, mais c'est pas le premier à rigoler. Parmi tout ça. C'est clair. Ouais, c'est pas le premier, mais il était super sympa comme personne et tout, très sérieux dans son métier et tout. Ouais. Ah oui, oui, là non, on jouait pas là, pas trop. D'accord, donc tu connaissais un petit peu ton public, quoi. Fallait bien choisir Oui, les victimes des. on connaissait les victimes, on les connaissait. Alors, un Chris Rodel, il faisait que ça, lui. C'était, c'était Mr Bean en puissance 5. Et donc, alors, Lille, tu restes 3 ans là-bas, tu es titulaire à quasiment tous les matchs. C'est une Oui, équipe pas hyper Moyenne. ambitieuse. Ouais, une bonne équipe, mais pas hyper ambitieuse. Et tu pars à la fin de l'année 89-90, tu pars au PSG. Comment est-ce que ça se ouais. passe? Comment tu décides de partir là-bas? Et est-ce que, à ce moment-là, aussi pendant tes 3 ans à Lille, est-ce que tu as d'autres offres? À vrai dire, oui, j'ai toujours eu l'offre de Paris, quelle que soit D'accord. la période. Déjà à Rennes, puis à Lille, quelquefois. Des appels, mon agent qui me dit, ouais, Paris qui est intéressé et tout. Et la troisième année, j'ai dit, on y va. Je pouvais re-signer à Lille, il y avait une option, mais à l'arrivée, je me suis dit que je pars, c'est le moment. Ouais. J'allais sous mes 25 ans, un club comme Paris qui était beaucoup plus ambitieux que Lille. Il y avait des joueurs de qualité, de top joueurs, entre Joël Batch, Vujovic, Pavetski avec 36 ans, Beaufer, Biba. Je me suis trouvé parmi les plus jeunes avec Daniel Bravo, Christian Perel. C'était quand même une équipe plus ambitieuse et puis c'était Paris parce que à ce moment-là c'était soit Marseille soit Paris. Donc je me suis dit oui, là il faut passer ce cap-là pour retrouver aussi à Paris. Il y avait la famille un peu plus proche, mais c'était surtout franchir un palier. Et à ce moment-là, les ambitions aussi ont grandi. C'était plus les jeunes, même si j'avais 20 ans, qui arrivaient, qui avaient besoin de connaître ce monde-là. Je pense que j'avais fait le tour. 3 ans à Lille, il fallait passer un cap. Et Paris m'a permis de passer ce cap. Et 3 mois après tes débuts à Paris, tu es sélectionné. En Ouais. tout cas, tu joues ton premier match en équipe de France. Est-ce que c'est la première fois que tu es sélectionné ce match contre la Tchécoslovaquie? Oui, en tout cas avec l'équipe première, parce qu'entre-temps, Ouais. il y a eu les espoirs et tout. On a gagné quand même en 88 le championnat de l'Europe. Et jusqu'à maintenant, ils n'ont pas gagné. Et oui, c'était la première qui est arrivée, je dirais, entre guillemets, par hasard. J'étais avec Léa Prime, il y a eu une cascade de blessés, notamment Manuel Amoros, et ils cherchaient un arrière droit. Et pourtant, j'étais milieu de terrain à Paris. Et c'était Platini l'entraîneur, Gérard Houllier qui me connaissait, qui était son adjoint. Et c'est Gérard Houllier, en gros, qui me connaissait plus, Platini ne me connaissait pas, qui m'a fait venir pour la première en équipe de France. Et j'ai joué titulaire. Et vous gagnez 2-1. Donc toi, tu Ouais. t'y attends puisque tu as, et on va en parler bien sûr de cette sélection espoir. Et tu as raison, c'est incroyable qu'il n'y ait pas eu bon, pas pour enlever du mérite à cette magnifique équipe de 88, mais c'est vrai que depuis, avec le vivier français, c'est vrai que c'est incroyable de dire qu'il n'y a pas eu d'autre équipe qui a réussi à gagner. Ouais. Tu as fait les sélections jeunes, je crois que tu as fait aussi les militaires, il me semble. Oui. Parce qu'à cette période, on était militaire au bataillon de Joinville. Donc il fallait passer par là.
Et ça a été un moment avec Roger Lemaire qui était l'entraîneur. Ça a été un bon moment aussi, mais pendant une année, mais quand même un peu compliqué parce que j'étais à Lille, il fallait gérer les deux entre les entraînements au camp militaire et puis les entraînements à Lille. C'était un peu compliqué, mais ça m'a pas empêché de continuer la progression. Et puis, ouais, comme je disais, par la suite, après Paris, je crois que c'était l'endroit où il fallait être aussi. Jouer un peu plus de gros matchs. C'est vraiment l'endroit où il fallait être à ce moment-là. Et Michel Platini, alors, qu'est-ce que tu retiens en tant que sélectionneur? En tant que sélectionneur, mais lui, il est arrivé. Ben, c'est vrai qu'on peut pas dire qu'il connaissait pas le foot. Il connaissait trop le foot pour être sélectionneur. Non, mais je pense que ce que je retiens, c'était pas son truc. Et ça, c'est vérifié par la suite. Il n'a pas voulu rester. Bon, un peu dommage qu'on ait pu rater aussi, je dirais facilement en 92 ce championnat d'Europe, parce qu'on avait fait un super parcours pendant les qualifs. Et puis à l'arrivée, on est passé totalement à travers. Il y a eu trop de trucs aussi, trop de choses autour de l'équipe de France à cette période, malheureusement. Pourtant, on avait les joueurs de qualité, la personne Cantona, Papin, Fer-de-Lance, puis on avait énormément de joueurs, mais c'était trop compliqué. D'ailleurs, moi, quand je dis qu'il connaissait tellement le foot, quand il te parlait de foot et tout, quand il parlait tactique et autres, on n'avait pratiquement rien à dire, quoi. Il était déjà dans l'approche du foot, je dirais pratiquement du foot de maintenant. C'est-à-dire dans la discussion avec les joueurs, échanger, faire participer les joueurs au niveau de la tactique et tout. Et il manquait peut-être plus de vidéos qu'il y a maintenant. C'est juste ça. Mais il était trop en avance, je dirais. Intéressant. Et on a eu pas mal de joueurs justement de cet Euro 92 qui ont fait des éliminatoires exceptionnels. Tu arrives vraiment quand l'équipe est en reconstruction. Tu as un peu la chance d'éviter cette période. C'est un peu le marasme de 88-90. Tu arrives vraiment au début de l'ère Platini, mais de la bonne ère Platini, celle où il commence enfin à gagner des matchs de nouveau. Et à ton avis, qu'est-ce qui fait que 92 se passe aussi mal? On a eu certains joueurs nous ont dit qu'il y avait un statut vraiment particulier des Marseillais en équipe de France qui crée du coup pas une super ambiance avec le reste de l'équipe. Il y a ce mythe qu'il y a une opposition entre les Parisiens et les Marseillais, alors qu'il y a zéro Parisien dans la sélection de 92. Ce qui est marrant, parce qu'il y a vraiment cette idée que c'est les deux joueurs qui se... Oui, par exemple, il y a Il y a zéro Parisien. Je pense pas que c'était un problème, un faux problème. Un faux problème, on s'est raté, tout simplement. On s'est raté en 92. Moi, je me rappelle, je parlais d'une histoire de prime aussi, Papin qui n'était pas content, parce qu'il y avait les guignols, donc, quand je parle des choses qui étaient autour du foot, l'environnement peut-être n'était pas aussi agréable. Et donc, on s'est raté. Après, sur le terrain, ça n'a pas pris pendant cette période-là. Je pense pas à l'histoire de Paris-Marseille. Il y avait beaucoup de Marseillais, c'est vrai. On était beaucoup, on était 9. Normalement, ça devait être bien parce que ça devait faire groupe, mais à l'arrivée, on a tout raté. On pouvait s'entendre qu'à nous-mêmes. C'est une question de Paris, de Marseille. Alors, ce qu'on avait aussi entendu, c'est que, et tu en as un petit peu fait allusion, j'ai l'impression, c'est que Platini en avait peut-être un peu marre. Il en avait marre de jouer au sélectionneur, il avait peut-être envie de s'occuper du comité d'organisation pour la Coupe du Monde. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette théorie? Non, c'est-à-dire il a jamais montré qu'il en avait marre. Quand on a terminé, on s'est raté et tout, il a décidé d'arrêter. Il avait ses amis, il avait ses personnes, ou sûrement il en a parlé, mais il n'a pas montré c'est fini, quoi. C'est juste qu'on s'est raté. Il a décidé d'arrêter. Mais il a jamais montré ça parce que je pense qu'il a pris énormément de plaisir pendant les qualifs. Parce que quand vous gagnez tous vos matchs, je peux dire, si un entraîneur n'est pas content, ça veut dire qu'il n'avait rien à faire là. Et c'était pas le cas. Ouais. Mais c'est vrai que quelque part, est-ce qu'il a été parachuté? On lui a posé la question, il s'est dit qu'il doit ça à la France. Donc, il est venu. Mais c'est vrai que moi, personnellement, c'est mon ressenti. J'ai jamais senti vraiment forcément imprégné de ce métier-là. C'est un métier aussi. Ouais. Et toi, quand tu es appelé en équipe de France? Oui, non, ça a été quelque chose, oui, vraiment important.
parce que bon, on s'est dit, on sort de la Guadeloupe, 5 ans plus tard, on se retrouve en équipe de France, en sélection U15, sélection U17, toujours, ils sont suivis de A à Z pour être en équipe de France demain. Et ils vont être suivis, ils vont toujours chercher à savoir. Et ça, j'ai jamais connu comme les Laurent Blanc, Didier Deschamps, tout ça, et j'ai pas connu ça. C'était une grande fierté pour moi, pour la Guadeloupe aussi. Et je suis vraiment heureux. Et j'ai eu, entre guillemets, j'étais trop réservé, trop réservé que c'était ce côté-là qui peut-être m'a manqué quelque part pour pouvoir peut-être marquer encore plus l'équipe de France. Pourquoi tu penses que tu étais trop réservé? Bon, c'est ma nature, c'est ma nature. Et se lâcher, parce que je pense qu'en étant en équipe de France, il faut savoir bien sûr garder sa place, avoir ses idées, mais peut-être mettre sa personnalité encore plus en avant, parce que c'est un endroit où il faut être très très fort mentalement. Il faut être très fort au niveau personnalité. Ça me manquait pas forcément ce côté-là, mais bon, à l'arrivée, peut-être c'est une manière aussi de me protéger. Et est-ce qu'il y a, dans ces premières années de l'équipe de France, on va dire dans les années Platini, 90-92, est-ce qu'il y a un joueur qui t'impressionne en équipe de France? Eric Cantona, bien sûr. D'accord. Bon, il y en avait de super bons, Papin, parce que Papin, je le connaissais, je le connaissais à Marseille et tout. D'accord. Et on avait eu, alors je sais plus qui, on a eu beaucoup d'invités ces derniers temps, donc je mixe un peu les personnes, mais il y avait des rumeurs comme quoi Papin et Canto s'entendaient pas hyper bien, ce qui est bizarre parce que quand on les voyait sur le terrain, ils se trouvaient généralement très bien. C'était plutôt l'entente cordiale, on va dire, que l'entente chaleureuse, quoi. Bon, ben chacun avait ses amis. Bon, on a toujours quelqu'un des affinités dans un groupe. Eric était avec tout le monde. Et Eric avec tout le monde. Papin, c'était une autre personne. Lui aussi, mais c'était pas forcément, comme on dit, les meilleurs amis, mais ils s'entendaient super bien. Et à l'arrivée, on peut dire, c'est qu'est-ce qu'on voulait. C'était sur le terrain être bien. Ouais. Oui. Mais c'est vrai que quand on se retrouvait ensemble, Eric avec sa personnalité, avait des personnes où il s'entendait super bien, peut-être aller boire le café à gauche, à droite, comme Basile, parce qu'ils sont connus à Auxerre. Donc il y a des affinités qui sont ce qu'elles sont, et puis voilà. Mais avec Papin, non. C'est pas forcément les meilleurs amis du monde, c'est pas forcément ils passaient pas beaucoup de temps ensemble, mais je pense qu'ils s'entendaient assez bien quand même. Et toi, c'est qui tes gars sûrs? À vrai dire, bon, je vais encore parler de Basile. C'était Ouais, ok, Basile. Bon, c'est Basile Basile. était avec tout le monde, hein. Mais bon, on a cette affinité. Bon, j'ai connu son frère, on se voyait chez nous. Donc voilà, c'était lui. Et après aussi, bon, par la suite, il y a eu Desailly, Deschamps. Peut-être Deschamps plus parce qu'on se connaissait aussi, on connaissait à Marseille et j'ai joué avec lui après à Valence, mais on se connaissait en équipe de France. Ouais. D'accord. Disons, c'est même peut-être ma nature qui veut ça, mais j'étais avec tout le monde, même le poteau même, c'était Basile. Et le poteau même, comme ils disent les jeunes, c'était Basile. Ouais. Tu fais 1 an à Paris et là, coup de tonnerre, t'accélères ton changement. Non, mais Marseille, c'était bon, bien sûr l'équipe, non seulement l'équipe à battre, mais c'était l'équipe qui gagnait. Par système, quand on regardait ça de loin, moi-même, je me posais la question est-ce que je peux pouvoir jouer dans ce club-là, avec l'engouement qu'il y avait. Oui, je me suis posé la question. Et puis pendant une année, j'ai fait 36 matchs en tant que titulaire et tout avec Paris. Ça a très très bien goupillé. Et il y a Canal Plus qui arrive aussi, qui m'a pas forcément donné d'opportunité à ce moment-là. On m'a seulement dit, je me rappelle, j'ai eu une discussion avec Michel Denisot, qui m'a seulement dit, bon, ben toi tu vas attendre et tout, on voit avec l'entraîneur. Il y a Marseille il a été clair, il y a Marseille qui est souffrant, donc on doit voir, on prépare notre équipe, mais on m'a pas dit que tu es pas dedans, mais on m'a pas dit que tu es dedans non plus. Donc ça s'est passé plutôt comme ça. Franchement, j'ai pas eu de discussion avec les dirigeants parisiens. D'accord. J'ai plus eu de discussions avec mon agent et Bernard Tapie. Et un bon jour, bon, ben, on a rendez-vous chez lui à Paris et puis on a discuté. Bon, ben, j'ai dit bah, on y va. Parce que j'ai pas senti le projet parisien. D'accord. Voilà, faut le dire aussi.
Faut le dire, parce que sur le coup, j'étais bien à Paris. Je l'ai fait et puis après on progresse. Et puis il y a un super projet qui arrive avec Canal+. C'était à réfléchir aussi. Et là, j'imagine avec un meilleur salaire qu'à Paris. Ben, un meilleur salaire qu'à Paris, bien sûr. Et puis l'ambition aussi de jouer des gros matchs, de jouer. C'était la Ligue des Champions. T'avais tout ça. Et puis sur le côté, aller à Marseille et la chaleur. On s'entend à Rennes, à Lille, à Paris. Au niveau climat, c'était pas forcément, c'est pas l'idéal, mais qu'on sait qu'on part à Marseille et tout, voilà. Mais l'ambition de Marseille et puis surtout la discussion que j'ai eue avec Bernard Tapie. À ce moment-là, c'est quand Bernard Tapie, bon, il est très charmeur, bien sûr, ça on l'a su, on le sait. Il te dit, ouais, ben bon, je te ferai de mon nouveau Red Scarp. D'accord. Tu t'es dit, ben, il vend bien son club. Son truc. Normal. Il vend bien son truc. Bien son club, son truc et tout. Mais il était malgré tout convaincu de ça. Et surtout ça, convaincu que les joueurs qu'il faisait venir, ben, s'il ne faisait pas venir pour rien. Et il a bien vendu ça. Et puis aussi, c'était Marseille, quoi. Donc on peut pas dire, ouais, on n'y va pas. C'est de retrouver aussi des gars qui étaient en équipe de France. Ce côté-là d'adaptation et tout, ben pour moi c'était plus que parfait. Et donc tu fais tes valises, tu pars à Marseille et là tu rentres, comme tu dis, dans une autre dimension, j'imagine, avec une équipe ultra compétitive et un environnement autour du club que tu n'avais jamais vu, j'imagine. Ben non, cet environnement j'avais eu seulement quand j'allais jouer à Marseille, que ce soit avec Lille, Paris ou autre, et Rennes. Mais cet environnement, quand j'ai vu déjà rien que à l'arrivée, l'engouement qu'il y avait aux entraînements, les gens à Marseille et tout, quand tu étais dans la ville, du moment que tu es joueur de Marseille, c'est fini. Et t'es plus la même personne, t'es pour eux, pour les gens. Il a fallu que je m'adapte parce que j'étais à Paris beaucoup plus grand. Tu te promènes, personne ne te reconnaît pratiquement pas. Et à Marseille, c'est tout le monde te connaît. Même si t'as pas encore joué pour le club, on te connaît déjà, parce que tout le monde se renseigne, il y a les journaux qui en parlent, et puis voilà. Qui arrive à Marseille, et je me suis retrouvé dans cet environnement où il a fallu aussi que je change la personnalité, parce qu'il faut montrer encore plus de personnalité à Marseille. Tu fais un échange contre 3 joueurs, Pardo, Fournier et Bruno Germain, Pardo notamment qui est hyper populaire. Est-ce que du coup, tu as une pression supplémentaire sur les épaules ou est-ce que tu es un peu regardé par le reste du vestiaire en se disant est-ce qu'il vaut vraiment 3 joueurs celui-là? Tu sens ça ou tu fais abstraction? Non, je fais plutôt abstraction. À cette période, Bernard Tapie voulait aussi baisser la masse salariale et prendre un joueur et laisser partir toi, donc ça arrangeait le club et ça arrangeait Paris aussi parce que plutôt avec Germain et Fournier parce que il était blessé par l'eau. Ça a beaucoup arrangé parce qu'on a vu, ces joueurs-là ont beaucoup brillé à Paris, qui ont permis à Paris de grandir aussi. Et moi, de mon côté, en arrivant à Marseille, c'était autre chose. C'était une grosse concurrence. Il y avait Manuel Amoros. C'était une grosse concurrence qui était en place. Il y avait énormément de joueurs de qualité. Disons, ça a arrangé des deux côtés. Et moi, ça m'a arrangé parce que je me suis trouvé dans l'équipe qu'il fallait. Il fallait être là au bon moment. Et je me suis trouvé au bon moment à Marseille. Et alors, je sais pas, moi je regardais beaucoup les matchs de Marseille à cette époque. C'est l'époque où alors moi je suis fan de Nantes, mais bon à l'époque Nantes c'était pas ça et Marseille bon c'était autre chose. Donc je regardais quand même pas mal de matchs de Marseille. C'était une équipe qui était hyper dure sur l'homme, mais toi je trouve que tu jouais assez pas aussi dur que tes camarades. Est-ce que tu peux confirmer cette idée que j'ai en tête comme quoi Moser c'était ardos. Au milieu de terrain, c'était Ardos. Bon, enfin, il y avait Jocelyn Angloma, ça allait. C'était quand même assez gentleman. Est-ce que je me trompe? Non. Tu te trompes pas. C'est bien ça. Et justement, des fois, on m'en parle, on me dit que j'étais dur, mais je pense que c'est quelquefois le contexte du match ou l'environnement du moment. Mais comme Eric Dimeco, jamais. Ça m'est arrivé dans certains matchs, pour ne pas le citer, Paris, Marseille, Paris.
Mais non, c'était moi ça. Moi, j'étais plus pour le jeu. Bon, quand je suis arrivé à Marseille, je suis devenu vraiment le défenseur, l'arrière droit, Oui. parce que l'arrière droit est arrivé vraiment avec l'équipe de France. Parce que toujours à Paris, j'étais milieu et je suis passé arrière droit en équipe de France et l'arrière droit. Donc ça aussi, il a fallu changer d'attitude quelque part. Oui, peut-être un peu plus dur parce que il faut pas encaisser de but et donc il faut être à la hauteur aussi. Mais moi, j'avais toujours ce jeu qui était porté sur l'offensive. Quelquefois, ça m'a fait défaut au cours de ma carrière, notamment en Italie, mais aussi à Marseille, surtout la première année, ça m'a fait défaut. À l'arrivée, je me rappelle, on se fait éliminer en Ligue des Champions contre Prague parce que j'ai été taclé. Ben non, c'était pas mon truc, quoi. J'ai été taclé sur le coup, on prend le but derrière et je peux vous dire que j'en ai entendu derrière, quoi. Surtout avec le boss. Donc voilà. C'est vrai que j'étais le moins dur. J'étais le moins dur, je dirais. Ouais, Pas c'est méchant. clair. Pas méchant. En parlant de dureté, pas méchant, je me souviens d'un match contre Monaco. Et alors, c'est marrant que ce match me revienne, où tu fais un high kick vraiment de kung fu. Je crois que c'est sur Ikpeba. Et Ça, c'est pas beau, Tapi, ça. ouais, et Tapi avait sorti un truc incroyable. Il, il avait dit il y avait vraiment beaucoup de vent ce jour-là et je crois que Jocelyn s'est un petit peu été déplacé par le vent. Enfin bon bref, une excuse assez mémorable. C'était lunaire. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Il y avait des tensions avec Monaco en particulier. Est-ce que je crois qu'il y avait eu beaucoup de cartons ce jour-là? Ouais, oui, ce jour-là, il y a eu beaucoup de cartons. Mais je crois que c'était mon retour. Parce que après la Ligue des Champions, je me suis fracturé la jambe. Et En au finale, hein. retour, je jouais, voilà, en finale. Et au retour, je prends un carton rouge contre Paris. Et 2 matchs après, je reviens contre Monaco. Et donc, ouais. C'est ça. À Paris, je prends un carton rouge, donc deux cartons jaunes, oui, avec des fautes et des tacles et tout. Et je reviens contre Monaco et chauffouré un peu avec Klinsmann ce jour-là. Je prends un carton jaune. Ikpeba que j'aimais bien. Malheureusement, il est passé à un moment, il a été très vite, il allait très vite. Ouais. Et au moment où je joue la balle, vraiment, je joue le ballon pour dégager, mais la balle était vraiment à hauteur de tête et il met sa tête au mauvais moment. Il prend 10 points de suture. C'est vrai que c'est pas beau. C'était pas beau. Non, je m'en suis voulu et puis heureusement qu'on perd pas ce match. Je crois pas. Ouais, on perd pas ce match. Avec, c'était le Monaco aussi avec Klinsmann, Djokovic et autres. Et c'est vrai que c'était pas beau ce jour-là. Et tu prends pas de rouge à ce moment-là? Si, je prends rouge. Ah, si. J'avais déjà un carton, mais j'avais déjà un carton sur Klinsmann parce que bon, pour dire la vérité, j'ai voulu lui mettre un bon parce que ce jour-là c'était chaud et je le cache pas. Mais par la suite, ce ballon-là, il a été tellement vite sur le coup. Au moment où je veux dégager, il passe sa tête, il est passé au mauvais moment. Et je coupe. Vraiment, je m'en suis voulu sur ce coup-là, mais c'était quand même 10 points de suture. Quand on a la tête, on imagine que c'était violent. Pour le coup, je prends deuxième carton jaune. Non, c'est que je prends rouge direct. Même pas deuxième carton jaune, c'est rouge direct. C'est normal, c'est normal. Ouais, moi c'est fait. Mais ceci dit, je suis d'accord avec Guillaume, hein, que moi j'avais plutôt l'image déjà avec ton mohawk, ta coupe de cheveux, c'était vraiment, tu maîtrisais ton couloir. Tu avais une faculté à te projeter en avant, à couper les lignes, à courir dans tous les sens pendant 90 minutes. Ça tranchait beaucoup avec l'image, l'image des Marseillais, quoi, les Moser, les Dimeco, les Pardo aussi parfois, les Casoni. Ouais, c'était pas détendre. Hein. Même des Jean-Philippe Durand qui avaient quand même une patte de temps en temps. Waouh, c'était dur. Hein, Ouais. Non, mais c'est l'environnement. Et puis après, au contact de ces joueurs-là, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont devenus par la suite peut-être aussi qui ont monté leur niveau par rapport à ça, parce que à Marseille, il fallait être mentalement, il fallait être dur, il fallait se donner à fond pour le public. Et je pense que quelquefois, quand je regarde des matchs de Marseille, c'est ce qui manque à certains joueurs. C'est pas forcément être méchant,
c'est arriver à monter son niveau pour être en phase avec le public. Et au début, ça m'a joué le vilain tour. En plus, je venais de Paris, donc on imagine que c'était pas forcément facile au début. Je me suis fait huer quelquefois par le public à cause de ça, et puis à cause aussi de mon niveau. Quand j'ai compris que le niveau, ce que les Marseillais attendaient, c'était de se battre, de se donner à fond. En plus du jeu, c'est pas seulement cette qualité technique et tout, c'était pas suffisant. Et quand tu dis il y a quelques minutes que tu t'es pris un savon, tu t'es pris un savon du coach ou tu t'es pris un savon de tapis? De tapis, ouais, parce que il m'a fait comprendre que le haut niveau, c'est ce que je parle. Le haut niveau, c'est plus de tacler, c'est plus c'est être sous ses jambes, c'est être à niveau de l'équipe, à niveau de l'événement aussi, parce que on s'est fait éliminer, on gagne le match 3-2, or on menait, je crois, 3-0, quoi. Ouais, à l'arrivée, c'est ce qui nous fait perdre au match photo. 1-0, on est mort. On avait Daniel Xuereb justement qui nous disait que c'était sa plus grande déception à l'OM, parce qu'il se disait que cette année-là vous aviez vraiment l'équipe pour gagner le titre. Ah oui, bon, on avait ça, on avait l'équipe. Bon, il venait comme tu es arrivé, de perdre la finale. Et l'année d'après, on s'est dit, on doit passer à l'arrivée au premier tour. Voilà, c'est fini. Tu as vécu la gloire ultime avec Marseille et aussi la déchéance ultime, à peu près 3 ans ultra intenses. Et donc, tu as connu le boss Bernard Tapie dans ces 3 périodes. C'était quoi tes relations avec Bernard Tapie, justement, et comment il a évolué en fonction des événements entre la mise en puissance la première année, la victoire en Champions League et l'année hyper dure de l'après OMVA? Comment toi, tu as vécu ton expérience Bernard Tapie dans ces différentes périodes? C'est-à-dire, moi, je l'ai toujours vu pareil. C'est-à-dire toujours battant. Il s'est toujours battu. Il s'est battu pour son club, et il s'est battu en tant qu'homme aussi. Moi, j'imagine que c'est pas évident. Avoir une vie comme ça, aussi trépidante, prendre des coups, donner aussi, et en même temps, avoir une équipe qui doit être performante. Moi, j'en tire un coup de chapeau à cet homme, parce que il a su, bon, bien sûr, comme tout le monde le sait, mettre une équipe bien en avant, bien au-dessus de ce que la France avait jusqu'à, je dirais peut-être 93, mais même avant. Mais c'était prendre autant de coups. Et je pense que en 94, avec tous les problèmes qui sont arrivés à l'affaire VA et tout, c'était dur. Mais même nous, c'était dur parce qu'on savait pas où on en était. Où le club allait. Chaque jour, il y avait quelque chose qui sortait. Et lui, il faisait face. Il faisait face, même au point de vouloir attaquer l'UEFA et tout, chose qui était quand même difficilement imaginable. Et là, il a fait face tout au long de son mandat avec l'OM, quoi. Et avant de parler de cette période un peu difficile, juste une petite question. On a eu donc Xuereb il y a quelques jours qui nous disait que Goethals, en gros, Goethals était juste pour faire marrer les journalistes, que c'était vraiment Tapie qui composait l'équipe et Casoni qui a un petit peu organisé les joueurs sur le terrain. Tu confirmes? Non, je ne dirais pas ça quand même. Il a montré ses connaissances, il donnait quand même son avis, ses connaissances et tout. Mais c'est vrai que quand on est dans un club comme ça, il faut du monde, il faut plus que ça. Je pense qu'il a compris. Il a compris que le boss avait son mot à dire en tant que meneur d'hommes. Et Casoni sur le terrain, il a une très bonne connaissance du placement. C'est lui qui parlait tactique, qui pouvait parler tactique avec le boss, qui parlait tactique avec les entraîneurs et tout, et avec nous. Et donc, c'est vrai que ça aidait énormément dans le placement et dans l'approche de ces matchs-là. Donc, Goethals, il était là pour faire son équipe, mais quand il faisait son équipe, il avait son équipe en tête. D'accord. Parce que c'était le boss qui lui disait, il avait 13 joueurs, ça bougeait pratiquement pas. Et à l'arrivée, il y avait des contents et des mécontents. Donc, il avait quand même son mot à dire. Et tu as une anecdote particulière sur Goethals? Justement, j'allais venir là-dessus. Bon, ça, je parlais de moi. Je jouais pas trop avant le changement d'entraîneur parce qu'il a pris un cours. C'était Fernandez qui était entraîneur. Oui, c'est ça. Jean Fernandez. Et moi, je jouais Jean Fernandez et moi, je jouais pas trop avec lui. Mais il est arrivé et il dit à Basile, dis au petit de se préparer. Je dis Basile, il dit au petit. Tu vois, t'es plus petit. Oui, au petit pour lui. Basile est plus jeune comme ça, de 2 ans. et j'ai dit au petit de se préparer. Et depuis ce jour-là, j'ai joué tous les matchs avec lui. De me préparer, c'est lui qui va jouer. En plus, je suis passé à défenseur central au lieu de latéral, défenseur central. On a joué à 3 derrière contre Milan et tout. Et c'était son équipe, il a plus bougé. Son équipe n'a plus bougé. C'était lui ça. Et puis anecdote avec lui, il fait un entraînement un jour, première année que je suis arrivé, où on a tapé Monaco. La veille du match,
il fait son entraînement, il pouvait pas rester. C'était du n'importe quoi. Chris Waddle qui prend la balle, qui balance dans la tribune, Papin qui n'est pas content. Mais on prépare Monaco le lendemain et on joue le titre quand même. D'accord. Et on joue à Monaco. Et ce jour-là, il dit allez, rentrez chez vous. On a fait 15 minutes d'entraînement, dégagez. C'est pas là. Et le lendemain, on tape Monaco 2-0 à Monaco. Wow, Et coup dire de poker. Foot poker, pas sûr. Oui, ben, on peut dire ça. Mais non, c'est parce qu'on avait aussi les joueurs pour et on savait où on allait. On savait où on allait. Mais le boss, il savait tout. Il savait que son entraînement était pourri, qu'il n'était pas content et je pense qu'il a dû appeler un ou deux joueurs. Et le lendemain, on tape Monaco pour dire que il y avait la force que l'OM avait aussi à cette période. Et donc, tu évoques que de temps en temps, le boss, enfin Bernard Tapie, il appelle les joueurs. Toi, tu as un souvenir mémorable où Bernard Tapie t'appelle ou te prend dans son bureau pour discuter de quelque chose? Le seul jour qui m'a appelé, c'est même pas, on va faire un match amical en Suisse contre Servette. J'avais re-signé juste après pour 2 ans avec Dimeco. On avait re-signé. Malheureusement, la Ligue n'a pas homologué le contrat. Il a fallu que je dénonce le contrat aussi. Parce que bon, il y avait trop de problèmes, l'affaire VA, machin et tout. Ils n'ont pas homologué le contrat. Il vient me voir, il dit t'as des couilles toi, hein? Je dis j'ai des couilles. Avec son ton. Oui. Hein. Ça commence mal, mais bon, vas-y. Ouais, voilà, ça commence mal. Moi, je monte dans le bus, il me prend à part comme ça. Je dis, qu'est-ce qui se passe? T'as des couilles, hein? Tu dénonces le contrat et je te donne tout ce que tu veux et tout. Il dit, mais quoi, il se cache, il se cache, il va tout au tour. Ça allait être son tour aussi. En définitive, c'était tapis, quoi. Mais on était obligé de dénoncer le contrat. Je me suis fait petit et en même temps, il a fallu faire face, quoi. Et lui, il aimait ça. Lui, il aimait que ses joueurs, l'homme soit devant lui, qui lui réponde. Donc j'ai dit, maintenant, boss, j'étais obligé. On peut pas continuer comme ça, à moins qu'il y ait quelque chose d'autre à proposer. Donc pour moi, je terminais ma carrière à Marseille et j'ai dû partir de Marseille comme ça. Mais ce jour-là, ça a chauffé dans ma tête. Ouais, parce que tu savais pas comment t'allais être mangé par Bernard Tapie. Par Bernard Tapie, bon. Non, mais bon, ça a été, oui, il a compris la chose et tout, mais c'est seulement pour lui, quand tu le fais face aussi, il faut avoir du répondant. Et c'est ce que tu disais un petit peu en début d'interview, que tu regardais les gens dans les yeux, quoi. C'était un peu ta mentalité, quoi, de pas baisser les yeux. Ouais, de ne pas baisser les yeux, de regarder la personne qui te parle, quelle que soit sa force, on peut parler de puissance et autres, de pouvoir répondre, parce que je me dis, en tant qu'homme, on doit pouvoir se regarder dans les yeux et se dire les choses. Et c'est ce qui fait ma vie aussi, ma vie d'homme. C'est d'être déjà en phase avec moi et en phase avec les gens qui sont en face de moi. Et avec Bernard Tapie, je pense qu'il m'a beaucoup apporté aussi à ce niveau-là, dans la manière d'appréhender la vie, d'appréhender l'autre, parce que lui, il a peut-être cette force de persuasion, mais il y a aussi l'homme qui est en phase avec lui. Ça m'a beaucoup aidé dans ma vie. Il y a une question, ça n'a rien à voir avec vraiment le sujet en tant que tel, mais c'est sur le respect. Et notamment parce que Michel et moi-même, on a vu récemment une vidéo de téléfoot de 1988 sur les joueurs de Nantes, et notamment les joueurs noirs de Nantes, qui était honnêtement complètement scandaleuse, mais vraiment scandaleuse. Je sais pas que je l'ai vu, ça. Un truc, mais dinguissime, qui nous a choqué, Michel. Horrible. Ouais. Est-ce que tu as été victime de traitements aussi stigmatisants et racistes, à la fois des supporters, des médias ou même de tes équipes durant cette période 80 Non. Pour dire la vérité, il y a eu des choses. On a toujours eu des choses. Mais ce que j'ai vu, je pense que c'est la même chose. Il y avait Tierno, Youm, non, c'est pas Tierno. Il y avait Youm, il y avait Marcel Desailly. Il y avait Marcel, on voit Brassens. On voit grosso modo les joueurs noirs de Nantes, donc on est dans une position mais complètement infantilisante, voire complètement raciste, avec des masques blancs, un truc, mais vraiment, mais c'est ça, je l'ai vu récemment. En Congo, quoi. C'est vrai que actuellement, on peut pas parler de tout. Et des choses sortent, on se dit comment ça c'est possible. C'était la période où il y avait une facilité de parler, un langage, on n'avait pas forcément cette réflexion qu'on a actuellement. Et c'est vrai quand on voit ça, c'est hyper dur. Ce que je constate, c'est qu'à cette période, nous, on est venus travailler. Nous, les Noirs, on est venus travailler. Donc, on
on n'avait même pas cette réflexion sur il parle de noir, machin et tout. On est venu travailler, on travaille. On n'a pas forcément cette réflexion pour dire, ouais, mais qu'est-ce qu'il le dit, pourquoi il parle comme ça et tout. On avançait dans la vie. On avançait dans la vie, ce qui n'est plus le cas maintenant, parce que la réflexion est autre. Mais c'est vrai que, bon, ça m'est arrivé de me faire huer, dans des matchs, notamment en Italie, parce que rien que pour la peau, quoi. Là, ça c'était, c'est vrai que c'est déstabilisant quelque part, mais quand tu joues dans un club où, voilà, tu te dis, est-ce que c'est possible, qu'est-ce que tu dois faire? Mais bon, tu dois faire face à tout ça, et comme je l'ai dit, si t'es pas fort mentalement, surtout maintenant, si t'es pas prêt à ce niveau-là, il vaut mieux changer de métier ou faire vraiment autre chose, quoi. D'accord. Malheureusement, il y en a. Est-ce que ça va passer? Je pense pas. On doit faire face, on doit faire en sorte d'avoir des discussions aussi avec les gens qui sont concernés et puis ceux qui sont racistes, quoi. Après, est-ce que ça va changer? C'est une question que je vais me poser. Peut-être que mes enfants, mes petits-enfants vont se poser encore. Ouais, d'accord. Est-ce que tu penses qu'il faut arrêter les matchs? Parce qu'on a vu Olivier Dacour qui a beaucoup réfléchi à la question, qui a fait pas mal de documentaires dessus. Lui, il pense, et moi, je pense qu'il faudrait vraiment arrêter les matchs immédiatement, quitte vraiment à ce que les matchs soient soit pas rejoués, soit perdus sur tapis vert. Mais qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait faire pour ce genre de choses? Vous savez, moi, je pense que les clubs, quand même, mettent des choses en place. Ce serait pénalisant pour les clubs, mais d'un autre côté aussi, pour que ça avance, c'est la société, quoi. Ouais. C'est pas forcément seulement dans le match. C'est une société qui fait que ça se passe. La personne qui vient dans la tribune, c'est l'expulsé. Après, le joueur sera, c'est vrai, on sera très touché. Est-ce que ça joue ça peut jouer aussi sur le rendement du joueur s'il n'est pas prêt à ça, s'il n'est pas fort mentalement. Mais arrêter le match, je suis pas forcément pour. D'accord. Je suis pas forcément pour parce que quelque part, c'est faire un jeu aux gens qui mettent quelque chose en place pour pouvoir avancer, quoi. Parce qu'il y a tellement de clubs qui essayent de mettre des choses pour qu'on soit bien, que tout le monde soit bien, et à l'arrivée, c'est pénaliser tout le monde, quoi, même le joueur. Pour terminer ton expérience marseillaise, on n'a quasiment pas parlé de la finale contre Milan. Toi, c'est une finale qui est un peu douce amère parce que, bon, effectivement, évidemment, Marseille gagne la coupe, première pour un club français, hein, toujours, même quasiment plus de 30 ans plus tard. Et toi, tu te fractures la jambe sur ce match, donc tu rates un petit peu toutes les festivités, quoi. Donc, comment t'es dans quel état d'esprit sur ce match? Comment tu vis l'avant-match, etc. Quels sont tes souvenirs quand tu penses à cette période? Mais quand je pense à cette période, c'est vrai que je pense souvent à ça, les festivités. J'ai pas pu faire, qu'on voit, quand je regarde les photos, les gars qui sont partis à l'Élysée, tout ça, bon, quand j'étais à la maison, je regardais ça, que ce soit à la télé, quelque part, je me dis, j'ai pas de photos. Je suis sur rien. Photoshop, ouais. Ouais, Photoshop. À l'arrivée à Marseille, c'est l'ambulance qui me récupère directement sur le tarmac pour m'emmener à l'hôpital. Donc, on regarde tout ça à la télé, le trajet de l'aéroport au stade, et voilà, ces festivités-là. Moi, je pense que c'est ça, la victoire. La victoire, c'est pouvoir faire la fête par la suite. Sachant que bon, en amont, tout était beau, tout était bien préparé, on était tellement serein et cool, que quand le match est gagné, on a envie de vivre ça intensément. Et je pense que tous les joueurs vont le dire, qui ont joué cette finale ou pas, qui étaient là avec nous. Dans cette préparation, on voit Rodel arriver, venir vers nous, qui participe à l'entraînement, le boss qui participe même à l'entraînement, qui se met à jongler. Avec Basile, moi, je pars sur un vélo, on va un peu dans la campagne déconner. Et à l'arrivée, tu gagnes une finale, tu joues quand même une finale. Je pense pas qu'on verra ça, ce type de préparation. Ouais, parce que la première préparation avait été très, d'après ce que j'avais lu, il me semble. Toi, tu faisais pas partie du groupe, mais je crois qu'ils avaient été vraiment à huis clos et que ça avait du coup un peu stressé, un peu peut-être inhibé les joueurs lors de la finale à Bari contre l'Étoile Rouge. À Bari, ouais. C'est ce que j'ai cru comprendre, quoi, parce que quand les joueurs qui étaient là, aux États-Unis, tout ça, à Maroc, et quand ils ont parlé de ça, c'est pas eux, quoi. C'était pas eux, c'est pas l'OM. Parce que bon, quand je les entends parler des choses qu'ils ont vécues avant cette finale,
comment ils vivaient les matchs, matchs à Paris où ils ont été joués, ils étaient à l'hôtel, personne ne dormait, ils ont fait la fête et ils ont gagné Paris à Paris et après ils ont dû préparer le match hyper sérieux, hyper concentré, tout ficelé et tout. Et à l'arrivée, ils perdent au penalty. Donc ils se sont dit c'était pas eux parce que tout a été mis en place par la suite pour ne pas vivre la même chose. Et après peut-être comme je le disais tout à l'heure, coup de poker quoi. Mais moi je me dis est-ce que ça peut se faire maintenant? Je pense pas. De la même manière, non. Les choses sont trop ficelées dans les clubs, sont bien ficelées entre vidéo, entre la préparation mentale, entre préparation athlétique et tout. Tout est calibré pour que on gagne. Mais il y aura toujours qu'un vainqueur. Et toi, quand tu te blesses, du coup, tu restes dans les vestiaires, tu vois la fin du match ou t'es envoyé immédiatement à l'hôpital? Non, je reste sur le banc. Pour moi, c'était un coup. Sous le coup, ah, d'accord. Tu sais pas que t'es fracturé. Moi, non. Je voulais recommencer. Je suis parti, je suis rentré à nouveau sur le terrain. Mais bon, j'avais trop mal. Avec c'est quoi? C'est le tibia, hein, c'est ça? Ouais, c'est le tibia. Donc, je rentre sur le terrain. Et après, je vais sur le banc. J'avais mal, mais j'ai vécu sur le banc, tout ça. Toute cette fin de match et tout. Et après, dans la soirée, j'ai dû mettre une attelle de fortune. C'était une boîte en carton pour entourer la jambe et tout, et l'attacher avec du sparadrap. Et puis après, c'est le lendemain que j'ai été à l'hôpital. Ah, d'accord. La fête dans la soirée, j'étais avec les béquilles, et puis voilà. Ouais. Et tu peux t'imaginer à ce moment-là où vous êtes vraiment à l'apogée, vous êtes en tête du championnat de France, vous allez jouer le match contre le PSG, vous venez de gagner la Ligue des Champions, qui s'appelle pas encore la Ligue des Champions. Est-ce que tu peux t'imaginer que ça va être vraiment le début de la fin à Marseille? Tu as des indices, des soupçons que il y a quelque chose de pas net qui a été fait par le boss? Non, pas vraiment. À vrai dire, nous, on a vécu ça déjà dans un premier temps, le jour du match, de ce fameux match surpris, sur le coup. Et puis après, des fois, on se dit, on est à Marseille, hein, tout peut se passer, quoi. Et malheureusement, là oui. Mais c'est ça, hein, malheureusement, ça s'est vérifié par la suite. Mais bien en amont, jamais j'aurais pensé à ça, quoi. Parce que on était confiant de notre force. On savait qu'on avait une force pour aller gagner en plus à Valenciennes, quoi. De là à se dire un match acheté et autres, jamais on n'aurait pu penser ça. Et puis on fait la finale et tout. Quand tu fais la finale, tu te dis quelque part il faut gagner cette finale. On finit premier. On a un match quand même après la finale qui est le PSG. Il faut gagner aussi. Mais tu te dis quand même, il faut gagner la finale. Et quand tu gagnes la finale, c'est bon pour l'année d'après. Tu vas jouer, c'est sûr, la Ligue des Champions. Mais à l'arrivée, ce qui était pour moi très, très désolant, c'est de ne pas pouvoir aller jouer la Coupe du Monde des clubs champions. Ouais, exact. Ouais. Je crois que c'est Milan, hein. C'est Milan il avait donné à Milan, il me semble, le droit de le faire. Ouais. Oui, voilà, c'est Milan qui l'a joué et qui l'a gagné. Ouais. On a interrogé quelques Marseillais. Et quand tu apprends cette histoire de OMVA, c'est quoi ta première réaction? T'y crois pas? Ou tu te dis, avec Marseille, c'est toujours possible? C'est quoi? C'est de l'injustice? Et comment tu te sens? La première réaction, j'y crois pas parce que ça me paraît gros. Comme on ne sait pas. On ne sait pas qui et comment, qu'est-ce qui s'est passé. À l'arrivée, on se dit, on a entendu tellement de choses qui se sont passées à Marseille bien avant. Et après, on se dit, peut-être, sur le coup, non. Sur le coup, jamais j'aurais pu penser ça. Parce que Casoni nous disait quand même que de temps en temps, le boss, Bernard Tapie, avant OMVA, il avait des paroles toujours un peu bizarres de temps en temps où il semblait indiquer que vous inquiétez pas dans ce match, le match on va le gagner parce que alors il disait pas vraiment j'ai acheté le joueur, mais il laissait entendre qu'il avait fait des choses pour vous assurer que ça allait marcher. C'est ce que nous disait notamment Bernard Casoni sur. Et ce que disait Caso, c'est que ce joueur à qui il faisait allusion, généralement, était un des meilleurs du match. Ouais, que les joueurs ne savaient pas forcément est-ce qu'il était sérieux ou que Tapie faisait des petites blagues comme ça. Ça, c'était pratiquement tous les matchs. Hein. Le truc, c'est ça, c'est que non, mais c'est pratiquement tous les matchs. Quand je dis pratiquement tous les matchs, il était comme ça, parce qu'il croyait en notre force. Et on ne s'inquiète pas, mais lui, peut-être aussi, il déconnait quelque part aussi, sous le coup. Pour moi, non. Après, si ce match-là, ça s'est vérifié par la suite, Casoni avait raison à ce moment-là.
En tout cas, pour ce match-là. Parce que ça, c'est arrivé qu'on a joué, je sais pas, que ce soit à Lens ou autre part. Il dit, bon, vous inquiétez pas, on va gagner ce match, c'est à notre portée, où il y a tel joueur, maintenant, comme on parle à Marseille, c'est un braquignol. Voilà, mais c'est un bon joueur, hein, mais voilà, il estime qu'il fera pas grand-chose. Donc à l'arrivée, oui, bon, ça c'était Bernard Tapie aussi. D'accord, donc ça faisait partie du personnage, quoi. Du personnage, oui. Oui. Quand tu vas au Torino, tu as d'autres offres à ce moment-là? En partant au Torino, encore une fois, j'avais le PSG. Ils m'ont parlé du PSG en tout cas. Encore? Encore, ouais. PSG, c'était l'Arlésienne, hein, tous les ans. Ouais, oui, voilà, tous les ans. Ben, mon agent m'a parlé du Torino et puis de la Regina. J'avais pas de plus de clubs que ça. C'était la Regina et Paris Saint-Germain. Et le Torino est venu après. Et le Torino, à un moment, il m'a dit non, il faut y aller, quoi. Ça me permet de rentrer en Italie. Mais je pense que c'est un choix aussi. Parce que je suis pas rentré par la grande porte. Mais j'ai pu faire 2 années et me faire connaître. Oui. Déjà la première année et deuxième année, ça s'est, disons, fortifié. Et puis, et l'Inter qui était déjà intéressé la première année, sans me le dire, j'y suis après. Et après, je suis parti à l'Inter. Alors juste pour nos auditeurs, jouer en Italie à cette époque-là pour un défenseur, c'est vraiment le Graal, quoi, parce que l'Italie est l'un des championnats les plus difficiles du monde. Les clubs italiens dominent toutes les coupes européennes. C'est vraiment le summum de la tactique. C'est un championnat ultra fermé par excellence, donc c'est vraiment un championnat pour défenseurs. Je crois que le meilleur buteur en Italie il doit tourner à 18 buts par saison. Et avant l'arrêté Bosman encore, donc il y a très peu d'étrangers qui ont le droit de jouer en Italie encore, hein, je crois aussi, hein, quand on démarre. Ouais, c'était 3, on était 3. C'est ça, ouais. 3 joueurs, étrangers. Ultra compétitif, quoi. Ouais, t'arrives à t'imposer. Oui, j'arrive à m'imposer, mais c'était pas sans difficulté. De par ma nature et ma façon de jouer. En Italie, c'est vraiment catenaccio. Quand t'es derrière, t'es derrière. Et moi, mon jeu était plus porté sur l'offensive. Ouais. Oui. Et ça m'a joué, c'est quelque part des vilains tours. Mais heureusement que j'étais polyvalent, donc on m'a mis milieu de terrain. Parce que je montais trop. D'accord, donc tu reviens au milieu. Je laissais trop d'espace à un moment, surtout au Torino. Je laissais trop d'espace, donc à un moment, on m'a dit, il fallait faire quelque chose avec moi, donc on m'a mis au milieu de terrain. On peut pas me mettre dehors, mais donc il faut me trouver une place. Et j'ai joué quelques matchs milieu de terrain aussi. Ouais. Et dans quelle mesure le fait qu'Abedi Pelé soit aussi au Torino, ça a joué dans ton choix, sachant que c'est quand même le 3e club dans lequel tu joues après Lille, après Marseille et donc maintenant Torino? Ah oui, non, ça n'a pas joué parce que j'ai signé juste avant lui. J'ai signé avant lui, donc j'ai appris qu'il venait à Turin. Ah oui, ça m'a fait un super grand bien de dire que il sera avec moi parce que on est des amis, depuis Lille et jusqu'à maintenant. Hein, donc on se voit, c'est encore un autre phénomène. Et oui, ça m'a beaucoup aidé. Et puis il y a eu Cyprien aussi, Jean-Pierre Cyprien qui a signé à cette période-là au Torino. Donc on s'est retrouvés à trois là-bas, apprendre l'italien ensemble, apprendre des cours. C'est vrai que c'était une aide assez bien pour nous trois, quoi. De se retrouver comme ça, ne pas être trop délaissé parce que c'est jamais facile, surtout quand on ne maîtrise pas la langue. Et puis Abedi, on se connaissait tellement bien, on jouait pratiquement les yeux fermés, je connaissais des passements, on se connaissait super bien sur le terrain et en dehors aussi. Donc, ça m'a beaucoup aidé. Ouais. Cyprien qui est aussi guadeloupéen, non? Tu le connaissais du pays ou? Non, je l'ai connu en plus en Europe, enfin sur la métropole. Il est guadeloupéen, il est né en Guadeloupe, mais il est parti très très jeune. Et comment tu t'intègres? Tu apprends l'italien assez vite, t'es doué pour la langue, parce qu'ensuite tu dois apprendre l'espagnol quand tu pars à Valence. Éclaire-nous, qui n'y connaissons rien, les clubs mettent à votre disposition des profs de langue, etc. Oui, voilà, oui. Moi, quand je suis arrivé, déjà, il y avait le kiné et le docteur qui parlaient français. Donc, ça aussi, c'est eux qui m'aidaient au départ. Et puis, par la suite, parce que nous, on part, en arrivant, on parle quand même un mois de préparation. Donc, pas le temps de mettre quelqu'un pour apprendre la langue. Il faut se débrouiller.
dès le départ, en sachant que je vais partir, j'avais mes cassettes dans la voiture pendant les vacances en Guadeloupe, le dictionnaire pour apprendre l'italien, commencer à apprendre des mots. Et en arrivant, oui, j'ai eu un prof, une prof exactement, où on prenait les cours, les trois. Ouais. Ah, donc vous êtes les trois ensemble, tous les étrangers Donc, avec le même prof. ouais, voilà, les trois ensemble. Entre Jean-Pierre, toi et Abedi, c'était qui le meilleur en italien? Au départ, c'était moi, et puis par la suite, c'était Cyprien, parce que lui, il est resté plus longtemps. Non, et Abedi on était s'est nul, quoi. Ça, c'est débrouillé. sûr. Abedi, un peu moins, parce que bon, il est anglophone, donc c'est un peu plus compliqué, français, italien, anglais, un peu plus compliqué. Mais l'italien, oui, oui, je pense que ce qui est arrivé, c'est-à-dire en arrivant, on te met avec un Italien. J'avais pas le droit d'être avec le français, ou Abedi, Ouais. ou Jean-Pierre. Avec un Italien, donc c'est sûr que tu es obligé d'apprendre l'italien. Et donc tu joues 2 saisons vraiment pleines, tu joues quasiment tous les matchs. Et c'est marrant parce que toi, tu disais que tu t'imaginais terminer ta carrière à Marseille. Alors je sais pas combien de temps tu t'imaginais encore continuer ta carrière, mais j'ai l'impression que c'est un peu quasiment une nouvelle carrière quoi, qui recommence au Torino. Oui, ben c'est ça, parce que là, je me trouve déjà dans un championnat où c'est très dur. Les entraînements sont très, très, très longs. On faisait surtout la préparation. Dans la journée, on faisait 4 heures. 4 heures. Là, c'était vraiment le travail Waouh. par rapport à la France. C'était vraiment le travail. Donc, je pense que ça m'a beaucoup aidé par la suite. J'ai pu terminer à 37 ans. T'as 30 ans quand t'es au Torino, quoi. Ouais. Dès le départ, moi, je m'étais dit que ouais, je pars de la Guadeloupe. Dans 10 ans, je rentre chez moi. Ça veut dire qu'à 30 ans, je devais être en Guadeloupe. À Ouais, bah l'arrivée, oui. j'ai fait, Tu fais quelques petits détours. ouais, quelques petits Et détours donc, tu as fait toutes les lettres de l'alphabet pour arriver jusqu'à ce que tu avais prévu, quoi. Ça, c'est un peu le problème. voilà. Et donc, oui, non, mais l'Italie m'a beaucoup aidé, surtout après au niveau physique en Espagne. Ça m'a permis de durer plus longtemps. Parce que j'ai beaucoup travaillé en Italie pendant les 2 ans, surtout au Torino, et puis à l'Inter, peut-être un peu moins, parce que l'Inter, c'était déjà aussi le grand club, et l'entraîneur, c'était Hodgson, un Anglais, donc c'était pas le même travail forcément que l'Italien, que les Italiens. Donc oui, 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 j'ai beaucoup appris, et puis apprendre tactiquement, découvert des entraîneurs qui tactiquement te faisaient jouer au basket. Ouais, ah bon? Ok. Ah oui, ouais, ouais. On avait un entraîneur, on l'appelait le prof. Ben lui, c'était soit sur le terrain attaché avec des cordes, les milieux de terrain ou les défenseurs pour les déplacements, ou les déplacements Waouh. de basket, des basketteurs et tout pour améliorer la tactique. Donc oui, j'ai connu vraiment des tacticiens, toute la tactique italienne, Catenaccio, où il faut être dur sur l'homme, il faut courir tout le temps. C'était vraiment prenant, mais en même temps enrichissant. Comme dit Michel, c'est ce qui t'a permis ensuite d'entamer pratiquement ta deuxième carrière internationale. 10 ans, bon, un peu moins, parce que, mais quand même, Italie. Donc, effectivement, tu as réappris des bases ultra solides défensivement pour redémarrer un deuxième souffle. Ouais, est-ce que c'est déstabilisant ou au contraire, est-ce que c'est excitant de te rendre compte qu'à 30, 31 ans, tu redécouvres, t'approfondis ou t'apprends des trucs que tu n'avais jamais vraiment découvert, notamment le top du top au niveau tactique? Non, j'ai trouvé ça excitant et puis surtout pour moi une remise en question aussi. Ouais. Une remise en question de mon football et de mon état d'esprit aussi. Parce que on se dit, on a tout connu avec l'OM. Pour moi, j'ai tout connu. On sort de ça et après on retombe parce que le Torino en Italie, c'est pas Milan, c'est pas l'Inter, c'est pas la Juve, mais on retombe dans l'apprentissage quelque part. Et c'est pour ça que j'ai dit bon, c'était bien de passer par là pour pouvoir aller à l'Inter par la suite. Si c'était à faire, à refaire, si c'était pour passer par l'Inter directement, je l'aurais fait. Mais quelque part, ça m'a beaucoup aidé. Remise en question, se faire un nom, parce qu'on ne connaissait pas forcément en Italie. Quand on parlait de Papin, on sait que, et surtout l'Italie, hein, il y avait pas énormément, il y avait des étrangers, mais quand on prenait des étrangers, c'était vraiment les top players. Les Van Basten, les Gullit et autres. Ouais, et il Et là, je réussissait me pas trouve, forcément, hein. Papin avait galéré quand même à ouais, Milan, hein. aussi. Il y avait galéré, oui. Et à l'arrivée, moi, il a fallu que je me fasse un nom. Et je me suis fait un nom à Turin, surtout la première année. En plus, je marque contre la Juve, on les gagne aller-retour la première année. Donc, de ce côté-là aussi, on se fait un nom.
Et puis par la suite, on se retrouve à l'Inter. Donc c'était une remise en question et puis ça m'a permis aussi encore une fois de grandir, ouais, de connaître une autre manière de jouer, une autre appréhension des matchs. Et surtout, ce que j'ai trouvé en Italie, non seulement le match était hyper dur, mais quand le match était terminé, on parle plus de foot. On part 2 jours de repos, quel que soit l'endroit où on est, on peut prendre la voiture, on peut prendre l'avion, aller où on veut. Ce côté-là aussi, quand c'était du repos, c'est repos. On parle plus de foot. Allez, moi je rentrais le plus souvent à Marseille, comme j'avais toujours ma maison à Marseille, je rentrais à Marseille directement et on reprenait le mardi. Et en France, c'est pas pareil? Non, en France, c'est pas pareil. En France, t'as le décrassage, quoi, le lendemain. Tu finis, tu joues, tu fais un décrassage. Bon, je pense que ça a changé quelque part aussi par la suite, mais c'est surtout parce que les entraîneurs étrangers sont arrivés aussi en masse dans le championnat français. Mais le repos en Italie, c'était sacré, quoi. On finit le match, on se voit le mardi après-midi, genre le mercredi. Alors, j'ai une question un peu débile, mais est-ce que tu penses que si tu avais vu l'envers du décor, enfin, si tu avais vu un peu comment les équipes italiennes se préparent, comment tactiquement elles sont vraiment à la pointe, est-ce que tu penses que tu aurais été hyper intimidé pour jouer la finale contre le Milan AC? Est-ce que le fait de ne pas connaître vraiment l'Italie de l'intérieur vous a permis d'être peut-être moins, d'être vraiment décomplexé lors de cette finale? Non, je pense pas. On croyait en notre force à l'OM. Ouais. Avant tout. Il y avait quand même les matchs contre Milan qui parlaient pour l'OM, quoi. L'OM avait pris peut-être cet avantage psychologique, même si on disait que c'est le Milan AC. Et donc, je pense pas. Ouais, peut-être que le travail défensif aurait été différent. Parce que l'Italie, c'est quand même ça. À part Milan jouait vraiment un jeu où c'était catenaccio, mais ça allait vraiment vers l'avant parce qu'il y avait des joueurs pour aussi. Donc ils étaient déjà dans la transition. On parle maintenant de la transition, mais ils étaient déjà dedans depuis bien longtemps, bien avant. Ouais. Mais je pense que quand même l'OM avait ça, ce côté en plus où c'était de croire qu'on était capable. C'était surtout ça. On était capable de battre n'importe quelle équipe parce que ça s'était vérifié auparavant et puis il fallait remettre ça. En parallèle de cette carrière en club que tu continues brillamment, ou même on peut dire que tu continues à t'améliorer, tu continues en équipe de France. L'équipe de France qui a été reprise après, donc évidemment il y a la période un peu noire de 93, bien sûr, où la France qui se qualifie pas pour la Coupe du Monde. Tu rates ces matchs, j'imagine à cause de ta blessure, c'est ça? C'est ça, oui. Disons, je me préparais parce que si on était en Ligue des Champions avec l'OM, le boss voulait que je sois là au mois de septembre, que je sois prêt. Donc, je me préparais pour reprendre en septembre. Et en définitive, j'ai dû prolonger ça plus vers novembre, décembre. Entre-temps, je pouvais pas être en équipe de France. J'étais blessé en phase de reprise. Et il y avait aussi Basile qui était blessé. Je me rappelle que c'est Desailly qui a joué arrière droit. Les premières sélections de Marcel Desailly en tant que défenseur droit à la place de toi. Ouais. Et pour moi, c'était une grande déception cette période parce que moi, je me projetais pour les États-Unis. Je me disais qu'on avait le match, c'était la qualification était en jeu, il y avait 6 points, il y avait qu'un point à prendre à l'arrivée, on prend 0. Donc, oui, c'était une très très grande déception. Bon, je pense pour toute la France, parce que de la manière dont ça s'est passé, le CP. Mais et pour moi, surtout, j'ai pas pu jouer une Coupe du Monde, même si après j'aurais pu peut-être prolonger. Mais bon, sur le coup, c'était ça que je visais. Et justement, toi qui as vécu ça, en plus même pas sur le banc, mais vraiment sur la télé, si tu t'imagines avoir été en capacité de le jouer, ces 2 matchs, ou un de ces 2 matchs, Israël ou Bulgarie, est-ce que tu penses qu'on aurait quand même marqué un point? C'est difficile à dire ce qu'on sait. Mais tu t'es posé la question. Je suis sûr, Jocelyn, que tu t'es posé la question. Ouais, non, mais moi je me disais que ce jour-là, il fallait des défenseurs bien solides. On avait l'équipe pour pouvoir les marquer des buts. Oui, je me disais que si après on aurait pu faire ça, Marcel c'était pas son poste. Moi à la place, j'aurais pu porter peut-être plus offensivement. Et la rigueur de l'arrière droit et la facilité que j'avais pour jouer à ce poste-là que Marcel n'avait pas. C'est-à-dire c'est compliqué à dire. C'est une question. On est d'accord que tu t'es posé la question. Oui, bien sûr, mais moi je me disais si Basile était là, si j'étais là, les deux on était là, ça aurait été autre chose. Parce qu'on maîtrisait ce poste-là. Et il y avait le tempérament aussi.
Donc, ce qu'on aurait pu faire, pu dire aussi à ce moment-là sur le terrain, parce qu'il y avait un match, on n'a pas senti de révolte sur ce match-là. Il y a eu de la Ce qui nous a fébrilité, manqué ouais. en définitive. Une grosse Voilà, en fébrilité, ouais. définitive, c'est ce qui nous a manqué ça. C'est vrai que ce type de match, c'est très compliqué. On a un point à prendre et sur 2 matchs, quelle attitude qu'on doit avoir? Est-ce qu'on doit attaquer à fond? Est-ce qu'on doit défendre? C'est hyper compliqué et surtout mentalement, quoi. Et toi qui as connu un peu Gérard Rouillet, et bon, bien sûr, paix à son âme, on va pas critiquer quelqu'un qui ne peut plus Ouais. défendre, mais est-ce que même si on l'a fait beaucoup sur Hidalgo, hein, je tiens à m'excuser. Ouais. C'est clair. Mais est-ce que tu penses qu'il n'a pas impulsé une énergie vraiment positive dans l'équipe, toi qui le connaissais un petit peu? Je me rappelle pas forcément de ce qu'il avait D'accord. dit. C'est vrai que on n'avait pas senti vraiment cette énergie pour que l'équipe aille gagner ce match-là. Et c'était surtout contre l'Israël, quoi. Après la Bulgarie, il y avait quand même une équipe, quelques joueurs de talent qui pouvaient faire la différence, même si on recevait. Mais c'était surtout Israël. Israël, c'était le moment où on pouvait faire quelque chose, quoi. Je rappelle qu'au match aller, la France avait gagné en Israël 4-0. Donc, c'était vraiment pas une foudre de guerre. Voilà. L'équipe de France qui menait 2-1 jusqu'à 15 minutes de la fin. Et puis 2 buts, coup sur coup. Vraiment, la défense qui se laisse complètement aller au Parc des Princes. C'était vraiment catastrophique. Moi, je suis d'accord que c'est vraiment contre Israël que la qualification est perdue, qu'on n'aurait jamais dû. Et je tiens à préciser que le match nul n'aurait pas été suffisant contre Israël, hein. Sachant qu'on avait perdu contre Israël, un match nul aurait été suffisant contre la Bulgarie, mais pas contre Israël, parce qu'on aurait eu une différence de but, je ne sais plus exactement, mais on n'aurait pas été qualifié. Est-ce que tu te souviens où tu es quand tu vois le match France-Bulgarie? Ouais, je suis à la maison, je suis à Marseille. Ah non, mais ce jour-là, j'étais mal, comme je le disais, parce que ce qui m'intéressait, c'était d'aller aux États-Unis. C'est une manière de connaître les États-Unis, et puis c'était la Coupe du Monde. Jamais je me suis mis dans la tête de jouer une Coupe du Monde, même en 98. J'ai même pas pensé à 98. Je pensais 94, parce que c'était le moment. Mais j'ai même pensé à un moment 90, mais j'étais un peu loin pour jouer la Coupe du Monde 90. J'étais un peu loin, je revenais de loin, donc j'étais pas encore dans l'équipe. Donc voilà, je suis arrivé après. Mais 94, je me disais c'était l'année où il fallait que la France soit là. À l'arrivée, non, j'étais chez moi, j'étais hyper mal, comme tous les Français, je crois. Ouais. En tant que joueur encore plus, parce que c'était une opportunité qui allait se présenter parce qu'on organisait la Coupe du Monde en 98, mais en 94, c'était se qualifier pour ça. Et tu te souviens, est-ce que tu jettes ta télécommande, tu casses ta télé? J'espère que... Quand même pas, non. D'accord. Quand même pas. Mais ce jour-là, non, c'était horrible. C'était pas beau du tout. Et tu joues quand même l'Euro 96, hein, donc j'allais venir à l'Euro 96. Alors là, pour le coup, Jacquet reprend les rênes et il crée une équipe qui débute, enfin pas qui débute, mais dont la fondation est en défense. C'est une équipe qui est pas hyper sexy à regarder jouer. En 96, c'est une équipe vraiment, d'ailleurs, pour être honnête, assez chiante à regarder jouer, hyper dure à manœuvrer et quasiment imbattable. C'est une équipe qui gagne partout. Je me souviens, elle gagne en Hollande, elle gagne en Italie et elle part à l'Euro 96 avec des grosses ambitions. Zidane n'est pas encore Zidane, mais en tout cas, le socle arrière est monstrueux. C'est l'époque où Djorkaeff cartonne, Djorkaeff que tu vas retrouver à l'Inter. Quels sont tes souvenirs en équipe de France? Bizarrement, tu cartonnes au Torino, mais c'est un peu le crépuscule de ta carrière en équipe de France, puisque tu es barré par Thuram et De Sailly. Comment tu vis cette compétition, toi? Le championnat d'Europe, oui, on peut pas dire que je le vis bien, parce que c'est vrai que la place par la suite, c'est Lilia qui joue, parce que j'avais fait tous les matchs de qualif, à l'arrivée, cerise sur le gâteau, on n'est plus sous le banc. Non, ça c'est vrai. Mais de notre côté, heureusement avec Dimeco, parce qu'il y avait Dimeco dans mon cas, heureusement qu'on était quand même solidaires, parce qu'on parle souvent de l'équipe, de la solidarité. Je pense que c'est ce qui fait la force. Pour faire un parallèle à Didier Deschamps, qui arrive toujours à mettre une équipe et avec des joueurs qui font que l'équipe fonctionne. Et je pense que je l'ai plutôt vécu, je dirais c'est mitigé, mais bien vécu du fait d'arriver aussi en demi-finale. Mais à l'arrivée, je me suis dit peut-être que mon temps est arrivé aussi pour rester chez moi. C'était ma réflexion
D'accord. Deux questions. Tu partages ta chambre avec Dimeco lors de la compétition ou vous avez chacun vos chambres individuelles? Non, on avait chacun nos chambres. On avait chacun nos chambres. Pour cette demi-finale, donc je rappelle à nos auditeurs, la France sort de son groupe, elle gagne en quart de finale, je me souviens plus contre qui, mais au tir au but. Contre les Pays-Bas. Ouais, contre les Pays-Bas, voilà, c'est ça. Ensuite, 0-0 contre la République tchèque, il n'y a pas un tir cadré, donc vraiment un match ultra fermé, en tout cas pas un tir cadré des Français. Toi, tu remplaces Thuram à la 83e. Ouais. Quand c'est les tirs au but, tu fais pas partie de la sélection des tireurs. C'est Jacquet qui fait la sélection, c'est les joueurs qui se portent volontaires, comment ça se passe? C'est les joueurs pour le coup, hein. Les joueurs qui se portent volontaires. Et puis il y a des joueurs qui avaient l'habitude de tirer, quoi, en club, qui ont décidé de tirer, ben, tout naturellement, parce qu'il y avait personne qui craignait justement. Donc je pense que s'il y avait une crainte, moi j'aurais accepté, hein. C'est un penalty, après on rate, on marque ou on rate, où le gardien fait une très grosse parade, mais sous le coup de ceux qui voulaient tirer, on tirait. Et donc Pedros, malheureusement, c'est le 6e tir au but français qui est raté. Tous ceux d'avant sont réussis et donc le Tchèque réussit. La France éliminée. C'est marrant, c'est pas une compétition qui a laissé un souvenir extraordinaire parce que c'était un Euro qui était vraiment très très fermé. Ouais. Toi, tu annonces dans la foulée ta retraite avec celle de Dimeco, tous les deux le même jour, je crois le lendemain. Vous annoncez votre retraite internationale. Sachant que tu es encore ultra performant en club et que on le voit en 98 quand même, il n'y a pas une énorme concurrence à l'arrière. Alors il y a le socle évidemment des 4, mais derrière il n'y a pas. Je crois que c'est Candela qui remplace, enfin qui en tout cas est numériquement le remplaçant. Ouais. Et sans faire injure à Candela, tu étais quand même largement supérieur encore à cet âge-là. Est-ce que tu as regretté d'avoir annoncé cette retraite un petit peu à ce moment-là? Non, pas du tout. Dans la prise de décision à ce moment-là, c'est vrai que bon, j'ai pas trop joué, mais c'était pas forcément seulement ça qui m'a fait arrêter. Je me suis dit, j'ai 32 ans, je vais à l'Inter de Milan. Ouais, voilà, c'était ma réflexion. Et puis pour la famille, changer de club, l'Inter de Milan, il fallait être au top. Et je me suis dit, ah bon, bien sûr, il y a Thuram qui a joué en 96, qui commençait, qui prenait la place, quoi. Donc voilà, tout naturellement, je me suis dit, c'est bon, ce serait peut-être le moment d'arrêter la sélection et continuer en club. Mais c'est vrai que, enfin, je m'étais dit, ouais, ben, certains voient comment je serais à l'Inter et puis par la suite. Mais je me suis jamais posé cette question, quoi. J'ai pris la décision, en âme et conscience et avoir la réflexion de jouer à l'Inter librement, je dirais. Donc c'était pas une réaction à chaud, quoi. C'est pas tu t'es dit j'en ai marre, on est demi-finaliste, on a perdu, ça y est, j'arrête. C'était vraiment réfléchi. Je n'ai même pas pensé à la Coupe du Monde 98. Hein. J'ai juste pensé que bon, c'était le moment. Et après coup, sachant que la France est championne du monde 2 ans plus tard, est-ce que tu te dis que t'aurais dû peut-être laisser un peu le temps de la réflexion, sachant au contraire, vu la belle carrière que tu as eue après coup, tu t'es dit c'était la bonne décision? Non, mais justement, je me suis dit que c'était la bonne décision. D'accord. Une Coupe du Monde, tous les joueurs auraient aimé avoir une Coupe du Monde. Surtout, c'est vrai que j'étais toujours en capacité de jouer. J'étais à un très bon niveau, en finale par la suite, de finale. Et je fais encore à Valence. Figurez-vous, à chaque fois, on me disait que t'étais toujours, un ou deux matchs, on m'a dit que t'étais présélectionné. Moi, j'ai pris la décision d'arrêter. Donc, ouais, c'est ça. Oui, mais je crois que t'as pas le droit. Hein. Selon les règles FIFA, t'as pas le droit de prendre ta retraite en gros. Non, mais je vais dire par là. Et Jacquet l'avait bien souligné par la suite. On n'arrête pas l'équipe de France, voilà. Et puis pour moi c'était fini. Mais c'est vrai que quand la France a gagné, j'étais le premier supporter déjà à Valence, à embrayer les Espagnols. donc voilà, j'étais le premier fervent supporter des Français. Surtout je les connaissais, et je les connais toujours. Donc voilà, ouais. Parce que c'est vrai que moi qui vraiment t'adorais comme joueur, de me dire que t'as pas été champion du monde, et qu'un mec comme Candela, j'ai rien contre Candela, hein, je suis désolé, mais c'est vrai que je me dis, t'aurais mérité pour tes 37 sélections et pour tout ce que t'as apporté au foot français, t'aurais mérité d'être champion du monde. Ce qui est assez ironique, c'est qu'à ce même moment, c'est pas le poste de Thuram. Hein. Thuram, il est normalement défenseur central. Et quand il est en équipe de France, en 2018, il l'accepte parce que c'est pas autrement. Mais je pense qu'il aurait préféré jouer en défense centrale et d'avoir Jocelyn Ogloma à droite. Hein. Mais bon, ça, c'est un autre aspect.
C'est la fin de ce premier épisode consacré à Jocelyn Angloma. On se retrouve la semaine prochaine avec une deuxième partie explosive qui passera en revue la deuxième, voire même la troisième jeunesse de Jocelyn Angloma avec ses passages à l'Inter de Milan et à Valence. Passages ponctués par plusieurs finales de Coupe d'Europe, dont 2 en Champions League. Voilà, on vous remercie comme toutes les semaines de votre fidélité. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, Facebook, TikTok, YouTube ou encore Twitter. Nous sommes partout. Ou alors visitez notre site web avec plein d'infos, des vidéos, tous nos épisodes et bien sûr des articles hyper intéressants, www.lepodcastdeslegendes.com. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine.